ce gars-là, il fait du SEO de 3 ans, 4 ans. Si là, alors qu'il est, il postule chez nous avec, tu vois, la fourchette de salaire qu'on a proposée, c'est qu'il est pas riche, tu vois, simplement, il a pas eu des succès phénoménaux en entrepreneuriat. Quelqu'un qui a pas de succès phénoménaux en entrepreneuriat à long terme en SEO, c'est quelqu'un qui est pas si bon que ça, parce que les opportunités, elles sont vraiment partout. Si tu le dis à ChatGPT et que t'écris un contenu en expliquant ça, mec, ton contenu, il est parfait. Mais juste, tu lui as donné l'information avant. Le site qui doit générer le plus d'argent worldwide alors qu'il est, ça doit être Forbes, un truc comme ça. Demain, je pourrais pas recréer Forbes de mes propres mains. Par contre, est-ce que demain, je pourrais arriver à la tête du SEO de Forbes en tant qu'employé? Je suis pas sûr, mais je pourrais ne pas être très loin, tu vois. Si je pouvais être dans le top 5 des Head of SEO worldwide, ça serait vraiment stylé. Et hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo Poitvin. Vous le connaissez sûrement si vous êtes dans le milieu du SEO. Et j'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu, Léo? Ça va au top, Romain. Écoute, ça fait plaisir d'être invité sur ta chaîne. Et puis, impatient qu'on puisse discuter un peu de tout ça, quoi. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir, notamment sur notre nouvelle chaîne Learning Club. Voilà, c'est vrai que j'avais fait pas mal de vidéos sur ma chaîne perso. Et là, l'idée, c'était de mettre aussi en avant des profils comme les tiens. C'est vrai qu'on s'est vu en Thaïlande il y a quelques mois. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas t'inviter. Techniquement, t'es très bon. On bosse un petit peu sur les mêmes niches. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de matière à exploiter aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Léo Poitvin. Je suis expat en Thaïlande depuis maintenant 2 ans. Je fais du SEO depuis 6 ans, un truc comme ça, à peu près. Ouais, 6-7 ans. Je regarde le calendrier pour faire le calcul depuis 2024. Mais voilà, et en fait, ce qui a été un accélérateur dans ma carrière de SEO, c'est que donc j'ai fait un an chez Cdiscount pendant que j'étais en alternance. Et ensuite, j'ai été sur des thématiques très concurrentielles liées au jeu d'argent. J'ai été à Malte, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Exact. J'ai travaillé pas mal dans ces thématiques-là, dans les thématiques liées au jeu d'argent pendant 4 ans, en gros, à peu près. Ouais, c'est ça, 4 ans, 4 belles années. Donc là, je suis en train de changer de thématique. J'ai changé d'entreprise il y a maintenant un mois. Je reste dans de l'affiliation. Mon domaine principal reste l'affiliation. J'ai toujours fait de l'affiliation, toujours en tant qu'employé. C'est quelque chose qui est assez rare dans les domaines qu'on connaît. Maintenant, je suis head of SEO et je gère des belles équipes à chaque fois et des beaux projets, donc ça fait toujours plaisir. Alors effectivement, nouveau changement de projet. Est-ce que tu restes dans les mêmes thématiques dans cette nouvelle boîte? Je vais changer de thématique. Je vais partir plus dans des sujets autour de la technologie en général et un peu des sujets autour de l'argent et de la finance aussi. Donc voilà, ça va être des thématiques qui restent très très compétitives et sûrement les plus compétitives en France. Ça va être des thématiques qui sont toujours très intéressantes, auxquelles je vais me frotter, auxquelles je me suis déjà un peu frotté par le passé. Donc c'est des thématiques que je connais déjà un peu et on y va avec des moyens, donc ça va être intéressant. Ok, effectivement, alors pour ceux qui vont écouter cette vidéo qui va durer je pense une bonne heure, faut savoir que on est assez calé techniquement, il y aura peut-être un jargon qui sera utilisé que les plus débutants ne comprendront pas, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses, voilà, vous connaissez pas, que ce soit le clocking, la manipulation de CTR ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, on vous répondra. Effectivement, ça peut être des techniques assez avancées. Et qu'est-ce qui te challenge justement dans ce changement de boîte? C'est continuer à bosser sur l'ultra concurrentiel en SEO, mais plus ou moins dans d'autres niches ou d'autres thématiques par exemple? Il y a un gros sujet pour le changement de boîte, c'est la question des budgets. Donc avant, j'étais chez Green Tomato Media, qui est une boîte qui est excellente et qui performe extrêmement bien. Je pense que c'est la boîte dans laquelle j'ai travaillé ou avec laquelle j'ai travaillé globalement qui est la plus performante pour chaque euro investi, dans le sens où chaque euro investi est ultra efficace et ultra bien dépensé. Et donc on arrive à avoir des résultats fabuleux avec des petits budgets. Mais en fait, au bout d'un moment, après 2 ans, à casser des très belles serpes avec des petits budgets, j'aimerais bien genre monter d'un cran niveau budget et pouvoir avoir plus de moyens, dépenser plus d'argent et aller sur des plus gros projets encore. Même si là déjà on était sur de la belle envergure, j'aimerais bien passer à l'étape supérieure entre guillemets sur une plus grosse boîte. Donc c'est la raison principale pour laquelle je change. La deuxième raison, c'est que la boîte pour laquelle je travaille maintenant est la boîte qui propose les meilleurs salaires en SEO worldwide. Donc en gros, c'est simplement c'était difficile pour Green Tomato de rivaliser avec la proposition que j'ai eue. Voilà, en gros, l'argent à investir et l'argent pour moi. C'est un peu les deux raisons principales pour lesquelles j'ai changé d'entreprise. Ok, faut préciser effectivement que la nouvelle boîte qu'on ne citera pas fait partie parmi les top affiliés monde internationaux avec des sites très connus, des grosses je pense, thématiques alors, concurrentielles. en gros, c'est pas le top affilié, parce qu'en fait, le top affilié, imagine qu'il y a Forbes dans les top affiliés, genre c'est des boîtes médias qui sont gigantesques. Donc c'est difficile de parler de top affilié, de top affilié. T'as des boîtes genre Dotdash Meredith qui ont genre des centaines de sites aux US, qui sont des sites énormes, des boîtes médias gigantesques. Donc les boîtes top affiliés, en vrai, c'est vraiment vraiment des monstres. Et c'est des groupes médias avant d'être des boîtes centrées sur l'affiliation. Là, je pense que c'est la plus grosse boîte qui s'est construite uniquement autour de l'affiliation en termes de CA et en termes de nombre de personnes, tu vois. Dans l'univers des jeux d'argent, souvent c'est les boîtes les plus grosses en affiliation. Et donc il y a par exemple Better Collective pour les Français qui fait de l'affiliation sur les paris sportifs, qui est une très très grosse entreprise. Et on est sur à peu près sur la même échelle en termes de taille d'entreprise et d'effectifs et de CA, etc. Ok, super. Alors pour entrer un peu plus dans le vif du sujet sur la partie SEO, selon toi, quelles sont vraiment les 3 choses à mettre en application pour aller se confronter sur du concurrentiel, sur de l'ultra concurrentiel en référencement naturel pour l'année 2024?
requête? Alors je vais être décevant parce que je pense que le concurrentiel est pas vraiment différent de n'importe quel le reste. Je pense juste qu'il y a deux choses qui diffèrent très légèrement et une troisième, on va dire. Allez, il y a trois éléments qui sont différents. La première, en fait, peu importe ce que tu tapes en SEO, il faut que tu aies du bon contenu. Je pense que sur l'ultra concurrentiel, la qualité de ton contenu doit être au maximum. Et donc quand on parle de qualité de contenu au maximum, et travailler avec beaucoup de personnes qui parlaient de bon contenu, je te jure que j'ai rarement lu du contenu qui était vraiment très bon. C'est très rare et il y a très peu de sites qui font du très bon contenu. Je pense qu'avec mes 2 années chez Green Tomato, on a développé des méthodes et franchement on a travaillé pour avoir le meilleur contenu possible. Et je pense honnêtement qu'une des grosses différences, c'est d'être capable de faire du très bon contenu. Et je pense qu'à l'heure qu'il est en France, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire du meilleur contenu que ce que l'équipe de Green Tomato est capable de faire et de ce qu'on a réussi à faire en gros là-bas. Beaucoup de travail sur la qualité du contenu. Et en fait, voilà, quitte à relire chaque phrase, chaque mot, faut que chaque chose soit choisie. Il faut que rien ne soit laissé au hasard. Il faut que ça soit du contenu qui soit parfait sur des pages de 5, 6, 10 000 mots et que tout soit calculé au mot près. Donc en gros, ça c'est un peu la première étape sur le bon contenu. Comment tu qualifies justement un bon contenu? Parce que je pense le terme bon contenu, tu sais, entre ce qu'on peut lire sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, c'est très subjectif. Moi, j'aimerais Ouais, avoir ton point de vue par rapport à ça. non mais je suis 100% d'accord mec, c'est un truc de ouf en fait, c'est une question que je pose à énormément. Quand je recrute, je pose toujours la question, qu'est-ce que tu penses qu'il y a du bon contenu? Et en gros, pour moi, les deux, si vous devriez faire du bon contenu, comment faire du bon contenu? Il y a 2 points à mettre en avant direct, et ça c'est les 2 points, si tu utilises ces 2 points tout le temps, je pense que ton contenu devient immédiatement très bon. Le premier point, c'est pyramide inversée. Donc logique de pyramide inversée dans l'écriture de ton contenu, c'est-à-dire que les informations les plus importantes et les plus intéressantes pour ton utilisateur, tu les mets en haut, et moins c'est intéressant, plus tu le mets en bas. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chaque phrase doit avoir une information. Donc tu fais ton brief SEO tradi, voilà, tu définis ton intention de recherche. Donc en gros, très simplement, hein, on va prendre un truc genre en mode panneau solaire ou alors meilleur panneau solaire. Ce que je fais en général, c'est que je redéfinis ça en question. Je vais dire quels sont les meilleurs panneaux solaires, et du coup maintenant je connais le sujet de ma page. Le sujet de ma page, ça va être de répondre à la question quels sont les meilleurs panneaux solaires. Et maintenant je vais faire une pyramide inversée, donc de l'information la plus importante à la moins importante, et je vais faire en sorte que toutes les phrases comportent des informations et qu'aucune phrase ne soit inutile dans le contenu. Et quand tu fais ça et que tu mets le même nombre de mots que tes compétiteurs, ce qui se passe, c'est qu'en fait tu as une phrase et un condensé d'informations qui est ultra fort comparé à eux qui en général vont pas avoir une pyramide inversée ultra optimisée et vont avoir quelques phrases qui servent à rien. Et donc en fait, si tu fais la différence sur chacune des phrases, c'est létal quoi dans les cercles. Ok, hyper intéressant. Donc aucun remplissage, aucune phrase pour broder, vraiment de la pure information. Ok. C'est ça. Ça, c'est la première chose, c'est sur le contenu. Pour moi, c'est la chose la plus importante. La quantité de liens, en fait, c'est simplement l'autorité du site, quoi. Donc, si tu veux aller sur du compétitif, il faut beaucoup de liens. Les gens parlent souvent d'avoir des bons liens. Je reviendrai un peu plus dessus plus loin, mais honnêtement, pour moi, la qualité du lien, c'est un truc qui est tellement difficile à mesurer que autant ne pas la mesurer et aller sur des trucs qui sont pas chers, parce que comme ça, t'es sûr d'avoir de la quantité. Et en fait, comme le PageRank, c'est un peu un truc qui s'additionne, tu vois, vaut mieux aller faire des 1 plus 1 plus 1 plus 1 que aller se demander est-ce que je gagne 50 ou 10 sur ce lien que j'achète très cher. Donc, quantité de liens, pour moi, c'est un des trucs les plus importants en compétitif, et c'est le truc le plus important. Et en fonction des niches, tu dois avoir plus ou moins de liens. Il y a des niches qui peuvent se permettre avec un peu de liens et d'autres où il faut vraiment beaucoup pour chacune des requêtes. Et le dernier point sur les skills que tu dois avoir pour aller sur de l'ultra compétitif, c'est la créativité et le temps. Mais en fait, le temps et la créativité, ça va de pair, dans le sens où si tu dois tous les jours rédiger ton contenu, si tu dois tous les jours t'es occupé à facturer des clients, si t'as des trucs à faire, etc., tu vas pas avoir le temps de te poser la question pourquoi est-ce que je rank pas. Et ça, c'est une question quand t'es sur de l'ultra compétitif que tu dois te poser tous les jours, tous les 2 jours. Et il y a un moment où il faut réfléchir à des nouvelles choses à faire, parce qu'en fait, on dit tout le temps ouais, faut améliorer son contenu, ouais, faut acheter du lien, ouais, mais en fait, quand t'as plus de liens et que t'as un meilleur contenu que tous tes compétiteurs et que tu ranks toujours pas, bah tu fais comment? Et en fait, il y a des gens qui vont dire bah t'abandonnes ta requête, mais sur de l'ultra compétitif, quand t'as genre que 50 requêtes sur lesquelles qui vont être monétisées, il va falloir que tu ranks sur cette requête, et donc tu peux pas te permettre d'abandonner tes requêtes, et il faut aller les chercher et il faut aller être créatif sur la manière que tu vas avoir de retravailler cette requête pour aller la ranker. Ok. Pour revenir sur la partie netlinking, il y a une question que je pose souvent et j'aimerais bien avoir ta réponse, mais je pense que je la connais. Moi, c'est plus si t'as 1000 euros de budget, liens à 10 est-ce que t'achètes? Ah putain. Sérieux? Attends, je te l'ai jamais posé en plus. Incroyable. Ouais. Incroyable. Non, en gros, Donc ouais, quantité versus qualité, tu vois. Ouais, à mort. Moi, clairement, par exemple, en perso, j'ai fait un peu de thématique CBD et je suis rentré sur les top SERP CBD, genre top 10, avec des budgets netlinking qui sont vraiment faibles, tu vois, on parle de moins de 1000 euros, avec essentiellement, moi, la carte Joker, pour moi, c'est vraiment les liens pas chers sur eReferrer. Tu vas sur eReferrer, tu mets genre prix maximum 5 euros, tu regardes, tu vois, CF descendant ou trafic descendant ou referring domain descendant ou un truc comme ça. Et en fait, t'as des domaines qui sont des patates que t'aurais acheté normalement 50 balles ou 100 balles, mais parce que l'algo eReferrer, il les a pas aimés, il les a mis à 5 euros, et donc tu les achètes à 5 euros. Et en fait, là, tu te mets en mode, tu vois, repeat quoi, tu t'arrêtes pas et tu t'achètes tous les liens possibles. Quand t'as fini avec ceux à 5, tu passes à ceux à 6, tu passes à ceux à 7. Et en fait, comme ça, tu t'achètes vraiment beaucoup de liens pour pas cher, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment efficace. Ah, mais eReferrer, c'est game changer. Hein. Ça fait des années qu'on le dit. Bon, les gens maintenant le savent, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, bon bah, quand tu comparais avec les autres plateformes, putain, tu voyais le même lien x3. Par exemple, t'avais le lien à 40 balles sur eReferrer, il était à 100 balles sur Boosterlink, par exemple, pour l'avoir fait. Boosterlink,
learning qui a des bons trucs aussi, mais la comparaison des prix qui vient, comme tu l'as dit, de l'algorithme d'e-référeur, qui est beaucoup plus basé par exemple sur le trafic. Donc tu peux avoir des Mhm. super spots qui te rafent pas à 5 ou 10 Ouais. balles, quoi. Donc t'as tout Ouais. dit. Moi, c'est vraiment l'objectif et je peux te dire, ayant travaillé avec beaucoup de gens qui sont sur des gros budgets en netlinking, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois, beaucoup travaillent chez Refer parce que au niveau du prix, C'est c'est ouf, hein. vraiment moins cher que les autres, donc ouais. Hein, c'est vraiment le Lidl du netlinking. Et tu vois, Ouais, Lidl, putain, ils montent en qualité depuis de certaines années. En vrai, c'est une comparaison, mais Lidl, maintenant, ils font des bêtes de produits, tu vois, crème, soins, élus de l'année, etc. Clairement, ouais. t'as de tout, t'as de la merde, mais t'as aussi du très très bon. Ouais, Donc je c'est suis chapeau 100% e-référeur, d'accord. ouais. Je suis 100%. C'est le meilleur rapport qualité-prix, quoi, en fait. Voilà quoi. T'auras pas d'accompagnement, t'auras pas. La plateforme, elle bug, elle est au ralenti. Il y a plein de désavantages. Mais pour le prix, c'est Ouais. là-bas où t'auras les tarifs les moins chers. Clairement, clairement, clairement. Donc pour récapituler, premièrement, bon contenu, très bon Ouais, contenu même, je dirais. ouais, Deuxièmement, bon netlinking pour pousser le contenu, bien sûr. Parce que c'est vrai que le ouais. contenu, j'imagine que tu peux avoir assez rapidement un plafond de verre. On pense que c'est le cas, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que Ok, que le plafond de verre qu'on voit dans le contenu, c'est parce on n'y a pas assez réfléchi. Je pense qu'en vrai, il y a un plafond de verre quand même plus que dans le lien, mais la vision qu'on a du plafond de verre du contenu, je l'avais aussi, hein. Honnêtement, moi à la base, je suis gros fan de liens et gros puriste du PageRank et ce qui me faisait kiffer c'était le off-site. J'ai dû apprendre à aimer le on-site parce que en fait, il y a un moment on est obligé sinon on se casse la gueule et on n'arrive pas à rivaliser. Plus j'ai travaillé dedans, plus je suis tombé dans un rabbit hole, plus je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités qui étaient vraiment fortes et qu'il y a une différence qui est assez énorme entre du mauvais contenu et du bon contenu et que tu vois le plafond de verre est pas vraiment là où on l'attend. ok. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois on a un contenu moyen et très rapidement on va aller dans la facilité, acheter des liens, tu vois. Ah bah Alors bien que le sûr. contenu il est opti à 50% et on pourrait doubler les résultats, quoi. Ouais, là je suis 100% d'accord. Tu pourrais faire même plus que doubler. Honnêtement, je pense que le contenu, le plafond de verre du contenu, c'est presque. Ah, ouais, tu vois. Si tu rajoutes, en fait, si t'ajoutes dans le contenu la dynamique genre de topical authority et de couverture de ta thématique, je pense que dans ce cas-là, tu fais sauter le plafond de verre du contenu et genre, Ok. tu peux aller plus loin que ce qu'on pense. Mais en vrai, il faut quand même du lien, tu vois. Faut pas abuser. Ouais. Faut les deux. Il faut les deux. Il faut beaucoup de liens. Il faut du très bon contenu. Ouais, surtout sur tes thémas. Donc en plus, on en revient au Ouais. troisième point. Pour faire plus de contenu, il faut de la créativité, faut de l'analyse, Mhm. faut connaître les concurrents par cœur. Et c'est Ouais. vrai que moi, quand j'étais full édition de site, putain, je pensais qu'à ça, tu vois, matin, midi, soir, en dormant. Et j'arrive pas. Je peux pas combiner gestion de projet, entrepreneuriat, management avec de Mhm. l'édition de site. Parce que quand je suis dans Ouais. l'édition, je pense qu'à ça. Et c'est vrai que tu peux pas tout faire, tu vois. Et des fois, je t'envie, par exemple, bah là, dans la boîte tout est, les projets que tu fais, c'est top, tu vois. Et tu vis, tu manges affiliation, tu manges édition de site. C'est trop bien et c'est trop passionnant. Et les découvertes, t'en fais tous les jours. Mhm. Et stylé, quoi. Non, ouais, c'est vraiment intéressant, ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que quand t'es dedans et que t'as tes sites et que enfin, tu bouffes du contenu toute la journée, t'es vraiment focus là-dessus. Ouais. C'est assez ouf la dynamique dans laquelle t'es et comment t'es focalisé uniquement là-dessus, quoi. Clairement. Donc Et merci pour tes réponses. Vas-y, vas-y, je t'en prie, pardon. un point qui est intéressant, on parle souvent de bon contenu et tu parlais de bien connaître tes concurrents, tu parlais d'essayer d'aller vers le meilleur contenu, etc. En général, honnêtement, là où tu fais la différence vraiment fortement, c'est sur le fait de bien connaître tes produits. Et on n'en parle pas assez, mais en fait, je pense souvent les gens se disent, ok, shop, tu vois, est-ce qu'on lance un site en mode une niche passion ou alors une niche rentable, etc., etc. Et je pense vraiment que la niche passion, si tu rédiges toi-même ton contenu ou que tu fais en sorte que ton contenu soit de bonne qualité et que tu en aies quelque chose à foutre, tu vois, c'est vraiment game changer et c'est vraiment puissant de connaître son contenu et de savoir ses produits et d'être passionné par ce que tu fais et de donner tout son cœur dans ton contenu. Genre, écrire son contenu avec son cœur, c'est vraiment une des meilleures manières de faire du bon contenu. Ouais, complètement. Donc soyez passionnés des jeux d'argent ou de la rencontre avec les femmes. Voilà, au moins ce sera une passion rentable. L'avantage en fait dans cette niche-là, c'est qu'il n'y a pas de passionnés. Et donc en fait, tu vois, ou le peu qu'il y a, ils ont déjà été embauchés par les quelques boîtes qui font de l'affiliation là-dessus. Et donc en gros, en général, t'as moins ce côté passionné. De temps en temps, il y en a un qui sort et c'est ouf. On voit des gars arriver avec peu de liens, mais un contenu d'une Ouais. qualité assez ouf, tu vois, ou clivant dans leur style parce qu'en fait, ils kiffent ce qu'ils font. Et ça, c'est assez intéressant de se dire que peut-être qu'en fait, avec du contenu d'une qualité immense, tu pourrais rattraper le manque de liens, mais c'est encore trop aléatoire en vrai. Donc je vous conseille pas de faire ça. Ok, super. Donc là, tu as répondu à la question quels sont les 3 piliers nécessaires à cartonner en ultra concurrentiel sur du SEO. Mhm. Maintenant, une autre question quels seraient pour toi les concepts, peut-être connus, moins connus, qui vont arriver dans les mois, qui vont arriver dans les années à venir Mhm. et qui vont être des game changers? Vas-y, je te laisse répondre. Je vais pas te parler des choses qui étaient déjà présentes en 2020, 2021, 2022. À la rigueur, je vais te parler des choses qui sont arrivées en 2023, qui vont très sûrement continuer dans leur dynamique en 2024. Pour moi, il y a donc typiquement le bon contenu, c'était déjà le cas avant. La quantité de liens, c'était déjà le cas, mais honnêtement, pour moi, ça va continuer à grossir et en fait, on sent que les gros restent les gros. La qualité de contenu reste la qualité de contenu. Donc c'est un peu ces deux choses-là sont en fond et continuent d'être présentes. Mais en fait, comme les investissements continuent de se faire, il y a aussi une dynamique où pour rattraper la quantité de liens à avoir, ça va être de plus en plus pénible. Donc en fait, les barrières à l'entrée se font parce que les médias et les sociétés, les sites qui sont déjà présents sont ultra puissants et donc rattraper les barrières à l'entrée sont grosses et rattraper cette quantité de liens, c'est un peu compliqué. La qualité de contenu, c'est plus faisable, mais ça reste très compliqué. Pour moi, la dynamique qui est arrivée cette année et qui va slash l'année dernière et qui va continuer de grossir, c'est la dynamique 360
360. Les gens souvent ils parlent de branding. Moi ce que j'aime bien dire c'est des sources de trafic 360, des signaux. Guilhem disait le trafic c'est le nouveau lien. Je pense qu'il a assez raison. Je pense que en fait aujourd'hui si tu es capable de générer du trafic vers ton site qui est du trafic qualifié depuis genre une communauté Facebook, une chaîne YouTube, un truc de mailing, etc. et que tu as des gros volumes de trafic qui ont des comportements utilisateurs super bons sur le site, c'est ultra puissant et c'était pas trop le cas j'ai l'impression avant et c'est de plus en plus le cas. Et donc les manières de pallier à ça qu'ont un peu les SEO, soit tu fais ça bien, dans ce cas là tu développes des communautés, etc. soit tu fais un peu de l'achat de trafic à la Zoom en mode pop-under et tout, ce qui fonctionne bien aussi. Et voilà, moi je fais de la manipulation de CTR, c'est un service que j'ai lancé il y a pas longtemps et je pense que c'est un truc qui a qui a bien marché en 2023, qui marchera sûrement bien en 2024 en mode signaux utilisateurs, tu vois. Le trafic et les signaux utilisateurs pour moi c'est vraiment la dynamique dans laquelle Google est en train de s'engouffrer. On le voit avec Discover, donc c'est globalement c'est la direction qu'il prend. Ok, la manipulation de CTR, on va en profiter pour en parler 2 minutes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est l'objectif et qu'est-ce que toi tu proposes? Je sais que tu en parles un petit peu sur les réseaux, donc c'est l'occasion de parler un petit peu de ton service aussi. Ouais, avec plaisir. Bah en fait, en gros, c'est simplement c'est un truc que j'ai découvert l'année dernière et donc je suis en train d'essayer de faire un service là-dessus. Le but, c'est simplement que, imaginons que tu aies une requête, genre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme requête agence SEO? La requête mère. Donc en gros, imaginons que tu sois sur agence SEO, t'es 4e ou 5e. C'était le cas de Paul Vengeon. Bah tiens, c'est pour ça que c'est une bonne requête à prendre en compte. Et donc en gros, Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux gens de Twitter d'aller chercher agence SEO. Il était deuxième page, les gens étaient deuxième page, ils ont cliqué et du coup, il a eu pas mal de trafic et une amélioration, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Google, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui cherchent agence SEO et qui vont en deuxième page. Donc tu vois, t'as genre 5% des gens qui vont en deuxième page. Là, t'en as plusieurs qui vont jusqu'en deuxième page pour aller chercher un site et ils cliquent tous sur le même site. Donc Google, il dit putain, ce site-là, je l'ai mal calculé, tu vois, je l'ai mis en deuxième page, il devrait pas être en deuxième page, tout le monde le cherche, tout le monde va en deuxième page. Donc il devrait être en première page, quoi. Et en fait, plus t'as de signaux comme ça qui disent à Google, genre, ce site-là, tu l'as mal calculé parce qu'en fait, regarde, tout le monde est en train de le chercher et tout le monde le clique dans la SERP, même s'il est pas placé à l'endroit où tu le penses. Plus Google va se dire, putain, merde, j'ai mal calculé mon truc. Donc il va le remonter un peu, tu vois, il va le remonter jusqu'à ce qu'il trouve la position qui lui paraît le plus adaptée. Le but, c'est imaginons que t'aies 100 personnes par jour qui cherchent agence SEO et qui cliquent dans les 10 premiers. Et imaginons que t'en aies 100 de plus qui cherchent agence SEO qui vont cliquer sur un précisément, bah il y en a un qui va être bien favorisé et avantagé par rapport aux autres. Et donc en général, ça crée des augmentations de position. Voilà. Ok, bon, c'est vrai que c'était un sujet qui est arrivé pendant pas mal d'années. Certains essayaient justement de faire croire à Google que le trafic bot était en fait un trafic humain. Est-ce que toi, tu penses en 2024 que c'est possible d'utiliser ces bots-là ou en fait il y a des méthodes tout simplement pour avoir du trafic humain et manipuler les CTR? Je pense que c'est possible d'utiliser des bots et de manipuler des bots pour faire croire à Google que c'est des humains. Je pense que c'est possible. Honnêtement, ça me paraît possible parce que Google est pas si malin que ça. Mais les ressources à mettre en place sont quand même vraiment compliquées. C'est vraiment des trucs à déployer qui sont complexes parce qu'en fait, il va te falloir du compte Google connecté, il va te falloir des appareils Android, il va te falloir des variations de plein de choses qui vont être compliquées à générer. Donc je pense que c'est possible, je pense que c'est compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je parle, tu vois, je suis en contact avec des vrais utilisateurs. Moi, ça fonctionne comme ça et c'est plus facile et c'est plus fiable, quoi, je pense. Ouais, non, moi je suis totalement d'accord. J'avais fait 2-3 tests. Je sais pas s'il y a une technique que je peux donner là. J'espère que c'est pas ta technique, je pense pas, tu vois. Moi c'était très artisanal, mais je sais pas, tu connais Upwork? Ouais. Upwork, Fiverr, etc. Mais tout simplement, je mettais un post. Donc faut savoir que le trafic derrière il est décent, tu vois. C'est des développeurs, c'est des SEO, c'est des rédacteurs. T'as peut-être 1000 personnes en une journée qui va cliquer sur ta fiche pour candidater et avoir un projet de $100. Moi je leur dis, bah tout simplement, si vous voulez candidater, vous tapez tel mot-clé sur Google, vous allez sur mon site, vous cherchez le code sur telle page, tel truc. Donc eux-mêmes ils vont taper le mot-clé, eux-mêmes ils vont cliquer sur le site. Et en fait, c'est hyper intéressant. Le seul défaut de cette technique, c'est déjà c'est de la manipulation humaine, donc c'est pas top, tu vois. C'est pas scalable, la récurrence elle est mauvaise. Mais si je mettais un post comme ça tous les jours, on va avoir 500 personnes par jour qui taperaient mon mot-clé, qui iraient chercher sur tel site, telle page. Bon, tu connais même mieux que moi ce sujet-là. Mais ça, c'est une petite méthode que j'avais développée. Après, effectivement, il y a des outils plus adéquats qui existent, qui représentent un certain budget. Mais en tout cas, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter directement Léo, hein. Il y a son Twitter dans la description si vous souhaitez voir avec lui ce qu'il propose. Je sais que tu fais des cas d'études en ce moment aussi. Ce que j'ai fait, mois dernier, j'ai lancé quelques use cases histoire d'avoir des screenshots à prendre, des trucs sympas à montrer. Et là, je commence à facturer un peu, donc c'est que voilà quoi. Si vous voulez des tests ou des essais, c'est avec grand plaisir. Et voilà, le service est lancé. Je fais ça un peu, tu sais, je fais un peu un lancement en pétard mouillé, quoi, en mode je fais pas un gros lancement officiel et tout. Parce que c'est du side et parce que c'est des tests et parce que c'est le début. Mais franchement, c'est cool, ça marche bien et c'est trop bien. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, honnêtement, une des stats que j'aimerais bien sortir bientôt, c'est genre combien des personnes que j'ai aidées ont eu des augmentations de position, vs combien ont rien eu ou des diminutions. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, je dois être à genre 80% d'augmentation de position, quoi, tu vois, sur les gens que avec qui j'ai travaillé. Génial. Ouais, ce que j'aimerais bien faire à terme, c'est même genre augmentation de position ou pas payer, quoi, tu vois. Genre en mode t'as du résultat ou c'est rien. Et c'est assez ouf en SEO de pouvoir promettre du résultat. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Je suis pas encore là parce que je suis encore en phase de test, mais j'aimerais bien faire ça à terme. Et donc voilà, c'est assez ouf de se dire que même sur du très concurrentiel, je peux proposer des augmentations de position pour ceux qui sont dans le top 15. Génial. Franchement, le message est passé, c'est top. Du coup, alors pour résumer, trafic, manipulation de CTR, stratégie 360. C'est vrai que c'était un des gros sujets du Chiang Mai SEO. Comment par exemple récupérer plein de visiteurs, blanchir les visiteurs, parce qu'on peut transformer du trafic pop-up en trafic plus qualifié. Voilà, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Quoi d'autre? Ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment les sujets principaux. Sur 2024, les sujets à travailler, en fait, qualité de contenu, et crée-toi une commu et fais ça bien, quoi, tu vois. C'est toujours le sujet que les gens ils kiffent ton site et qu'ils reviennent
et que tu sois au top. Ok, c'est vrai que bah, pour suivre un petit peu les sites où tu travaillais dans ton ancienne boîte, vous avez développé par exemple tout ce qui est YouTube. C'était dans cette Mhm. idée-là de faire du 360, autant des ventes que j'imagine de l'EAT ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, de légitimer un petit Ouais, peu je sais pas le dans quelle site. dynamique ça a été fait au début, mais en effet, je pense que YouTube c'est vraiment le futur de 2024. C'est un truc que je fais Ouais, personnellement sur le CBD. Enfin, c'est un truc de ouf, mec. Genre, c'est tu vois, incroyable ça, en YouTube. fait, ce qui me fait trop rire, c'est que à l'heure qu'il est, toi, t'es en train de vendre de la formation ou des choses comme ça, tu vois, pour que les gens ils fassent de l'affiliation. Et je sais pas si t'as remarqué, mais tu le vends pas en faisant des blog posts et des sites web, tu vois. Tu le vends en faisant Ouais, du bien YouTube. sûr, Genre, c'est c'est ouf, clair. quoi, tu vois. Donc en fait, c'est trop marrant, mais il y a un virage qui est en train d'être pris. La plus grosse partie de la consommation, elle se fait sur YouTube. Et en fait, ouais, voilà quoi. Typiquement, je le dis très rapidement, mais en gros, j'ai commencé à faire de la CBD il y a un an. Il y a 6 mois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, mec, essaie de faire un peu sur YouTube parce que c'est quand même fun et c'est plus cool à regarder. Et je trouve que YouTube, ça perf plus facilement. C'est plus simple, c'est plus rapide. Le jeu est un peu différent et du coup, ça rebute les SEO. Mais je vous jure que c'est game changer pour moi. Tu parles du CBD, mais pour avoir analysé, alors pas récemment, il y a peut-être un an, mais franchement, il Mhm. n'y avait pas grand monde en CBD, hein. Tout ce qui était puff, Ouais, CBD, cannabidiol, etc. bien Il y sûr. avait rien. Ça parle de CBD, mais dans des vidéos de rap, de médias, etc. Mais sur les Ouais, requêtes CBD, par rapport en SEO Google, putain, où il y a tout le monde qui se colle au cul, sur YouTube, c'est il y un a boulevard. personne, tu vois. De J'ai fou. l'autre fois j'ai un pote qui m'a fait voir une chaîne YouTube, enfin une chaîne YouTube. Vite fait, on va dire une chaîne YouTube tellement la qualité était faible, mais sur du dating par exemple, et je pense qu'en fait sur du dating, si t'es un peu malin sur le clocking des liens, parce que YouTube est un peu chiant sur le clocking des liens, je pense que tu fais du YouTube dating, mec, c'est un boulevard et tu fais des sous trop facilement et en fait c'est ça qui est le plaisir, quoi, tu vois. Et il y a Ouais. beaucoup de thémas comme ça alors qu'il est, il y a pas de gars qui soit ultra fort sur le VPN, tu vois, par exemple sur YouTube, quoi. Genre t'as pas un gars qui est genre le gars du VPN sur YouTube, tu peux pas donner cette référence. Alors que putain, NordVPN il sponsorise la moitié du YouTube game. Donc en gros, t'as quand même un truc où genre tu te dis putain, c'est ouf. Genre t'as des spécialités qui sont des niches concurrentielles qui sont développées en SEO et qui ont jamais été développées, jamais été travaillées sur YouTube. Bah en fait, les gars, ouais, focaliser là-dessus, quoi. Même faire du Amazon sur YouTube, je pense que c'est full renta, quoi. Ah non, mais je te rejoins à 100%. En plus, t'as tellement de bénéfices. Déjà, t'as beaucoup moins de chances de te faire dégager sur YouTube qu'en SEO, où des fois tu perds 10 positions, tu reviens 5, tu repères 20. YouTube, ça bouge beaucoup moins. Clairement, en plus, voilà, si tu mets ta tête, tu montes le produit que tu vends, que ce soit, comme tu dis, pour vendre du VPN, faire de l'affiliation de logiciels, donc comme AppSumo, faire de l'affiliation dating, tous ces trucs-là. J'ai 2 vidéos qui doivent sortir sur le sujet, donc ça tombe bien, que j'ai déjà tourné. L'affiliation YouTube, je te rejoins, c'est une dinguerie. Et Ouais, clairement, je pense que c'est peu de les gens se concurrents. rendent pas compte qu'en fait le marché est moins gros. Tu vois, je vais pas te mentir, oui, c'est vrai, il y a un moins gros marché, Bien il y a sûr. moins de recherche, etc. Il y a moins de volume. C'est vrai, mais la concurrence elle est tellement moins élevée que c'est tellement plus facile. Ouais. Mais ouais, en fait, je pense que globalement et puis en fait, on voit bien Google, c'est pas le futur, quoi. Enfin, il y a un moment on le sait, tu vois. On voit bien la consommation des gens, on voit bien les courbes Google, on voit bien la croissance qu'avait Google qui l'a plu. Ça va rester hein, ça va rester être un marché énorme. Mais en fait, demain, après-demain, dans 10 ans, je suis pas sûr que Google soit encore tout en top. Par contre, je pense que YouTube il aura pris de la croissance. Se placer maintenant sur des médias comme YouTube, c'est quand même, tu vois, c'est pas idiot et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Clairement. Et en plus, un dernier truc, mais je pense que effectivement en SEO sur Google, il y a beaucoup plus de sites, d'articles bullshit, tu vois, qui répondent même pas à l'intention ou autre. Sur YouTube, c'est rare quand même. Tu tapes un mot-clé, t'as une Ouais, réponse. tu T'as peux, peu de c'est chaînes trop bi. facile à faire. Mec, il y a... Non, mais en plus, non, mais vas-y, faut qu'on arrête de parler de YouTube parce que là, on en parle trop. Mais j'en parle, je continue quand même parce que c'est un truc de Ça ouf va pour être le moi. sujet de la vidéo. Non, mais c'est vrai. Et en fait, genre, putain, c'est un truc de ouf. Tu peux pas faire de contenu dupliqué sur Google, sur YouTube. Tu vois, t'es pas si loin que ça et c'est pas si compliqué. Il est moins performant pour détecter les trucs genre le contenu dupliqué. Tu fais de la merde sur YouTube, il peine beaucoup plus à détecter que t'es en train de dire de la merde. Tu répètes la même phrase en boucle 10 fois, etc. Donc en fait, la qualité d'un script, elle a pas autant besoin d'être travaillée que la qualité d'un contenu. Pour l'instant, du moins. À Ah ouais, terme, ouais, je ouais, bien pense que sûr. si, mais pour l'instant, c'est pas le cas. La qualité d'un script est moins forte. La qualité d'un montage, ça par contre, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la métrique de YouTube, c'est le watch time. Donc si les gens restent pas, sont pas stick, ça sera pas intéressant. Tu peux avoir un très très bon script ou un montage moyen, tu vois, ça peut être ok. Tu peux avoir un très bon montage et un script moyen et en fait, tu restes dans la moyenne YouTube, donc tu auras ton watch time. Mais en gros, je pense qu'à l'heure qu'il est, avoir de l'attraction sur YouTube, c'est plus facile que de l'attraction sur un site web. Ah ouais, non, tu peux plus vite monter. Si tu veux faire tes premières ventes en un mois, tester 2-3 niches, YouTube c'est faisable. SEO, si t'es pas très bon, si tu sais pas analyser, si tu sais pas trouver les bons mots-clés, c'est chaud, tu Non, vois. mais même si t'es bon, mec, hein. Franchement, Même même si si t'es t'es bon. bon Même si t'es bon, faut en un mois, vraiment c'est trouver. moi, ça me paraît, ouais, Ouais, bah tu lances 10 EMD, tu trouves des trucs sans concurrence, quoi, et encore. ouais, Mais c'est sûr que sur tes thémas, ouais, c'est plus compliqué. Faut déjà avoir des ouais, infos, ouais. faut déjà avoir des bonnes affilles, des bons trucs, quoi. Ouais, non, ouais, c'est ça quoi. Donc, je pense que c'est. Ouais, voilà. Ouais. Voilà pour le petit extrait YouTube. On referme. En tout cas, avec plaisir, on en reparle une prochaine fois dans une autre vidéo si tu veux. En tout cas, c'était hyper intéressant et toi autant que moi, je pense qu'on a senti vraiment le levier YouTube là qui explose, Mais on même le qui sait, en apparaît fait, beaucoup tous les plus. deux, ouais, on en Ouais. parle. Là, tu vois, la manière dont on en parle, c'est que. Même sur les SERPs, je tapais des fois des mots-clés, je voyais des gars qui bossaient pour toi dans ta team, ou je sais pas si c'était ta voix ou leur voix, et tu vois, je voyais des vidéos qui apparaissaient, qui
qui rankaient mieux que des bêtes d'articles de blog, etc. Donc YouTube, ouais, next step, clairement. Pour moi, c'est ouais. Et si tu dois attaquer un truc en 2024, un sujet facile, YouTube, c'est un sujet facile. Ok. C'est pas facile, c'est différent. Mais si, en fait, je me dis, il y a pas mal de SEO que j'ai eu qui étaient des, tu vois, en entretien où j'ai formé, etc. Et en fait, il y avait un sujet assez récurrent qui était genre, le SEO, c'est quoi maintenant et c'est quoi le futur, quoi. Tu vois, en fait, du SEO, parce que si aujourd'hui tu te lances et t'es spécialiste du spin, bah en fait, t'es perdu, quoi, parce que le spin, c'est pas le futur et tu vas pas générer de la croissance. Donc en fait, il y a un peu la question d'aller sur un marché qui est en croissance. Et je disais souvent aux jeunes SEO que je formais, avec qui je parlais, que s'il y avait des sujets sur lesquels ils devaient s'intéresser, TikTok, c'est ultra important. Moi, je connais pas et je suis pas très bon avec la plateforme, mais je pense que être capable de, si tu fais des bons TikTok, ça veut dire que t'as compris plein de trucs, genre tu sais faire des accroches, tu sais faire du format court, tu sais faire du montage, tu sais faire des animations. Genre il y a plein de petits trucs, de détails qui sont inclus dans TikTok, qui sont ultra intéressants et qui amènent au futur à coup sûr. Je pense que YouTube c'est un sujet facile de croissance parce qu'en fait tout le monde consomme et c'est un peu, même si ça commence à être de plus en plus pris, ça reste, il y a encore quelques boulevards. Et après, par exemple, le e-commerce, je pense que c'est toujours un truc qui va rester et qui sera encore présent. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels j'irai plus. Par exemple, honnêtement, faire de l'affiliation Amazon, c'est vrai que c'est une question pour plus tard, tant pis. Je pense que faire de l'affiliation Amazon, c'est compliqué. J'ai toujours la peur de la SGE que j'avais énormément l'année dernière, qui est moins présent maintenant, mais je pense pas que ça soit le futur que de faire de l'affiliation Amazon. Pour moi, c'est en décadence depuis des années, même si les gros médias se l'approprient, parce qu'ils font tellement de traf, voilà, il faut payer les salaires. Mais non, l'affiliation Amazon, barème de commission qui diminue constamment. Voilà, pour moi, la finalité, c'est qu'un jour, ils coupent, ça va être compliqué, mais qu'ils coupent ou ils réduisent l'accès au système d'affiliation Amazon, ce qui est le cas. Eux, leur but, c'est d'avoir tous les clients de la planète. Une fois qu'ils ont tous les clients, clairement, les sites d'avis, etc., qui font plus ou moins du parasitage, qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, un jour ou l'autre, la FI, elle va fermer, quoi. En tout cas, moi, c'est dans mes pronostics. Après, peut-être dans 5 ou 10 ans, je sais pas, mais il n'y a rien de viable dans tout ça. Non, je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y a encore, bah, tu vois, il y a encore beaucoup de chiffres qui passent par la FI Amazon. Bien sûr, J'écoutais les users l'autre fois et ils disaient qu'il y a encore des gros chiffres qui se font. J'ai même une connaissance à moi de Chiang Mai d'ailleurs qui fait des, bah, tu vois, qui gagne encore plus de 10 000 balles par mois sur de la FI Amazon, alors qu'il est sur une niche qui est nichée, quoi, tu vois, qui est quand même pas un truc ultra généraliste. Donc il y a encore des gens qui sortent beaucoup de chiffres sur la FI Amazon. De là à dire est-ce que c'est le sujet qu'il faut attaquer maintenant pour demain, je pense pas. Tu vois, avec la latence qu'on a en SEO et le décalage que prend Amazon et la force de frappe qu'ils ont, force dans le bras de fer, tu vois, entre guillemets, c'est pas vers quoi faut se diriger. Après, bien sûr, je te rejoins, le Q4, le Black Friday, ça reste intéressant, ça fait des gros chiffres. Énorme. Mais regarde, un mec qui se lance de zéro, putain, il va galérer pour faire son premier SMIC par mois, quoi. Alors peut-être sur une autre niche, ça va prendre du temps. ça va prendre du temps. Après, ouais, il y en a des anciens qui font des gros chiffres, mais même 10-15K, au final, c'est pas énorme, tu vois, par rapport aux vrais chiffres que tu peux faire en affi. C'est pas énorme pour avoir plein de sites, plein de pages, plein de trucs, voilà. Ouais. Après, c'est pas, enfin, tu dis que c'est pas énorme en vrai. Souvent, on survend les gros CA en affi et tout. Honnêtement, les gens qui font plus de 10 000 euros par mois en affi, il y en a pas énormément, hein, tu vois. Non, Les c'est sûr thémas qu'il y où en a tu pas peux le faire, c'est pas énorme. Bah, tu Bien vois, sûr. il y a 2-3 thématiques que je connais. C'est, bah, tu vois, avant de faire 10 000 par mois, c'est qu'il y a quand même un peu de marge, quoi, tu vois. Faut faire partie du top de ta théma et d'être bien placé, quoi. Ouais, après, c'est vrai que c'est peut-être qu'on pense pas forcément au même thème. Enfin, une partie, je pense. Après, pour moi, voilà, 10K, c'est 300 balles par jour, tu vois. Normalement, t'es censé les faire en affi, quoi. Ouais. Si tu dédies un an de ta vie à ça, normalement, tu les Ouais. fais. Sinon, c'est que la niche, elle est pas ouf et tout. Mais effectivement, bon, il y a des projets, tu vas faire moins, tu pourras mieux revendre, ou tu vas créer un vrai écosystème. Ça, je te rejoins totalement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour revenir à la question initiale, c'est pas le futur, quoi, Amazon. Par rapport à d'autres choses que tu disais, comme YouTube, comme d'autres leviers où il faut vraiment l'intelligence artificielle, où il y a tout intérêt à y passer des centaines d'heures dessus, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Quitte à investir du temps, autant le faire sur les bonnes choses, quoi. Prochaine question. Alors, selon toi, justement, quelles sont les techniques useless, finito, qui, voilà, ne fonctionnent plus vraiment en 2024, pourtant qui continuent d'être à la mode sur les réseaux, alors qu'en réalité, il n'y a plus vraiment d'intérêt? Alors, moi, j'ai une lutte personnellement, en SEO, une lutte personnelle, une croyance profonde. Je suis contre la métadescription. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui est anti-métadesk. Si vous faites encore vos métadesks, je pense que vous perdez du temps. Ça, c'est pour moi la chose qui est plus utile depuis 2020. Et sinon, un truc que je disais, c'est pour le contenu. Moi, j'ai toujours un peu cette croyance que si tu passes pas au moins 50, 60, 70% de ton temps sur la qualité de ton contenu, tu peux pas jouer le long terme en SEO, et que si tu révises pas ton contenu constamment, tu ne pourras pas rester dans ta serre ad vitam aeternam et que tu vas te faire éclater à un moment ou à un autre. On l'a vu avec les mises à jour d'octobre. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, tous les gens qui croyaient pas trop au contenu et qui étaient un peu dubitatifs, ils se sont fait éclater, et j'avais le plaisir de voir que nos sites chez Green Tomato étaient restés stables. Donc ça a fait plaisir. Et des trucs genre le contenu IA, pas édité du tout, sorti tel quel. Je pense que c'est des choses qu'on pu marquer en 2020, 2021, tu vois, 2022, mais là, 2023, 2024, c'est pas des trucs. Le contenu bouilli, je pense qu'ils s'indexent, les premières indexations sont pires que jamais, donc en fait c'est compliqué. Le contenu IA non édité, mis à part sorti sur des domaines gigantissimes, ça va peiner à ranker, etc. Donc pour moi c'est le contenu un peu pété, le contenu un peu cheap. Je pense que c'est vraiment le truc où ça va être compliqué en 2024 si tu fais pas du bon contenu. Le contenu ChatGPT, non réécrit, non relu, juste généré avec voilà des prompts modestes, généré, reposté, tu déconseilles? Non, si je conseille à mort, mec. Pour moi, alors qu'il est tout mon contenu, je le fais comme ça. Et alors qu'il est les gens que je forme, je le forme à faire comme ça. La question, c'est qu'est-ce que tu mets dedans? C'est la question éternelle. Et en fait, demain, imaginons que tu vends des machines à café. Si tu connais ta machine à café par cœur, le fait que tu produises, que tu écrives toi-même ton contenu, que tu le fasses écrire par ChatGPT, c'est pas grave. Le tout, c'est que dans ton contenu, on voit que tu connais ta machine à café par cœur et que tu peux la vendre 1000 fois, tu vois. Et genre que
tu es capable de dire ma machine à café, il faut que je fasse, je sais pas, 25 tasses avant de la laver, elle déconne toujours au même endroit, faut taper un petit coup à droite et ça la remet d'aplomb. Et en fait, ce genre de truc, si tu le dis à ChatGPT et que tu écris un contenu en expliquant ça, mec, ton contenu il est parfait. Mais juste, tu lui as donné l'information avant. Si tu demandes à ChatGPT d'aller chercher l'information, il va aller chercher sur le web, il va aller chercher les sites qui font de la fille, qui font du contenu moyen. Bah voilà quoi, tu vois, tu auras du contenu moyen comme tout le monde. Ça sera pas pire. Tu peux faire, honnêtement, tu peux faire des trucs qui sont pas si mal. J'avais fait des comparatifs et tout. Il y a des trucs que tu peux faire qui sont pas mal, mais overall, faut le prompter parfaitement et lui donner limite en amont les informations que tu veux qu'il te ressortent après, parce que sinon tu peux pas avoir des bonnes informations, parce qu'en fait les informations qu'il y a sur le web, il y en a pas beaucoup qui sont très très bonnes quoi. Ok, donc pour résumer, le vrai taf, il est au niveau du prompt, au niveau du brief. Si ton brief est bon, au final, c'est comme avec un vrai rédacteur. Si ton brief est C'est ça. bon, le contenu, il est très bon. Si le brief ChatGPT est bon, en théorie, le contenu ChatGPT peut être bon, voire très bon. Ouais. Ok. Ouais, pour moi, le contenu de ChatGPT il est parfait parce qu'en fait, tu sais, t'as des stats, ChatGPT il écrit mieux que 90% de la population. Maintenant, il faut savoir ce que tu lui demandes d'écrire, faut que tu lui donnes les bonnes informations à écrire, etc. Quoi. En termes de qualité d'écriture, c'est très bien. En termes d'information, c'est un peu léger. Quoi. Mais en fait, il y a peu de personnes qui connaissent mieux les produits que tu vas vendre que toi, et donc c'est à toi de bien les vendre au final. Enfin, voilà quoi, c'est ça pour moi. On est que des Complètement. commerciaux du web. Super, super, super intéressant. Les amis, avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez apprécié notre échange. On en est encore qu'à la moitié. Mais laissez un petit like, un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner. Nouvelle chaîne Learning Club. Donc, on va vous proposer pas mal de formats, comme aujourd'hui en mode interview, des fois des démos techniques avec des outils. Voilà, plein de choses vont arriver en 2024. Donc, pensez à vous abonner. Et je vais passer à la prochaine question. Pourquoi tout simplement ne pas avoir tes propres sites d'affiliation et continuer à travailler, voilà, chez des grosses boîtes d'affiliation comme à Malte ou comme en Thaïlande? En gros, j'ai plein de réflexions là-dessus. La première, pour être très très basique, à la flemme, slash tu vois, en fait, j'ai pris un taf en tant qu'employé, j'ai fait mes 35 heures, ensuite j'ai fait la fête, et après le matin, je me suis réveillé, il fallait que je retourne faire mes 35 heures, tu vois. Et en fait, si tu veux développer un site en affi et passer full time dessus, ça veut dire qu'il faut que tu refasses 35 heures, ça veut dire 70 heures semaine pendant un an ou deux, c'est beaucoup. Quand t'es jeune et que t'as envie de faire la fête, c'est pas trop possible. Donc en gros, le premier vecteur, ça a été la flemme. Le deuxième vecteur, ça a été le fait que dans pas mal de boîtes, j'ai été un peu découragé à faire ça. Il y a pas mal de boîtes qui veulent pas trop que les gens aient leur site parce qu'en fait, tu sais qu'il y a un moment, le gars il va se barrer, etc. Donc sur le long terme, c'est pas Bien ultra sûr. intéressant. Maintenant, j'ai quand même monté un site ou deux. J'avais des sites qu'on brûlait avec OVH aussi, donc ça c'était un peu chiant. Mais j'ai jamais eu de site qui me rapportait plus de 1000 euros par mois, tu vois. J'ai jamais eu de truc comme ça, quoi. Donc voilà. Après, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais bon, en gros, voilà. J'aime bien travailler en tant qu'employé aussi. Ça a pas mal d'avantages. Ça a l'avantage de, tu vois, quand tu coupes, tu coupes. Il y a un peu ce truc-là. T'arrêtes quand t'as fini tes heures. Ça aussi, c'est un inconvénient. On les connaît. Hein. Enfin, tu vois, t'es obligé de faire tes 35 heures. Tu peux pas prendre de pause. Il y a des fois, tu dois avoir des horaires précis, etc., etc. Souvent, quand même, il y a des boîtes qui ont les boîtes d'affi en 2024. Elles ont des styles de management qui sont quand même très flex. T'as pas mal de vacances, tu les poses un peu quand tu veux. Au niveau des horaires, c'est très flexible, etc. Donc en gros, au niveau des lieux, t'es très flexible. Donc, tous les problèmes du salariat, on les a un peu fait tomber progressivement. Les problèmes habituels en mode rat race et tout. Maintenant, 2-3 raisons aussi pour lesquelles je suis employé. Je pense que c'est très compliqué de viser le top du top du top du top en tant qu'entrepreneur. Un truc que je me souviens t'avoir dit, Chiang Mai SEO. Et quand je l'ai dit, je me souviens, en fait, j'étais en train de réfléchir pourquoi. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, putain, ça c'est stylé comme raison. Et c'est vrai que c'est assez, c'est une bonne raison de le faire. Je pense pas que ça se fera, tu vois. Je suis pas sûr que c'est un truc que j'arriverai à faire, mais en gros, le site qui doit générer le plus d'argent worldwide alors qu'il est, ça doit être Forbes, un truc comme ça. Demain, je pourrais pas recréer Forbes de mes propres mains. Par contre, est-ce que demain, je pourrais arriver à la tête du SEO de Forbes en tant qu'employé? Je suis pas sûr, mais je pourrais ne pas être très loin, tu vois. Si je pouvais être dans le top 5 des Head of SEO de worldwide, ça serait vraiment stylé. Et c'est un parcours que je pourrais faire que en tant qu'employé. Je pourrais gagner de l'argent aussi parce qu'en fait, en tant qu'employé, tu peux avoir des bons salaires quand tu arrives dans des très grosses boîtes et des très gros postes. Pour moi, tu as plus d'employés riches. Après, j'ai pas les stats, j'ai pas de stats, mais en vrai, ça peut se vérifier. Pour moi, tu as plus d'employés riches que d'entrepreneurs riches, tu vois. Pour moi, l'entrepreneuriat, si t'es juste motivé par les thunes, tu vas jamais faire de sous. Tu vas être vraiment un bâtard, tu vois. Tu vas pas prendre les décisions humaines et tout. Ce sera purement business, purement truc. Ce qui n'est pas du tout mon cas, tu vois. Je pense que il y a certains mois. Je vous jure, c'est pas du tout mon cas. Je vous jure. Alors, j'ai pas les stats. Je pense que c'est vérifiable, mais si tu prends tous les numéros 2, numéro 3 des grosses boîtes, par exemple, mais en salariat, il y a de personnes bien plus riches comme ça que des entrepreneurs, tu vois. Par exemple, les 1000 premiers salariés d'Apple qui ont eu des BSPCE, des sortes de parts de salariés, tous ces trucs-là. En vrai, si t'es motivé que par les thunes, mais autant avoir un super poste en tant que salarié, avoir peut-être moins de responsabilités, moins de stress, vivre ta vie, être heureux, que être entrepreneur, si c'est juste pour les sous, ça sert à rien, tu vois. Faut avoir d'autres convictions. Moi, j'adore pouvoir tout gérer, être autonome, bosser peut-être pendant 12 heures et le lendemain ne pas bosser forcément. Donc c'est plus d'autres motivations. Tu parlais de flexibilité tout à l'heure, mais effectivement, si par exemple pour parler d'argent, ouais, je pense que tu peux avoir des très bons postes, bien plus rémunérés qu'en étant entrepreneur où tu vas faire un mois à 200K et un autre mois tu vas perdre 20 000 balles, quoi. Donc, je pense que si tu veux vraiment craquer des sommes de fou furieux, c'est faisable presque qu'en entrepreneuriat, tu vois. En gros, les très 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 gros montants d'argent, tu pourrais les décrocher que en tant qu'entrepreneur. Je pense que si tu veux juste être blindé et avoir un mode de vie qui est top et faire partie du 1%, le salariat c'est très très bien, quoi. Tu vois, c'est ok.
c'est une manière facile de y arriver tout en gardant ta vie, quoi. Putain, tu vois, t'es pas en Ouais. mode focus uniquement sur ta boîte, etc., quoi, tu vois. Ah, c'est sûr que c'est un choix de vie, hein. C'est un choix de Mm. vie. Moi, j'ai aucun regret parce que c'est ce qui m'anime. Tu vois, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai mon taf. Soit le reste, c'est bien, tu vois, mais j'ai recentré mes Mm. priorités, c'est important. Mais effectivement, en plus, on voit que le salariat, il y en a encore plus en remote. C'est beaucoup plus habituel, notamment dans les nouvelles technologies comme en AFI. Ça, c'est cool, tu vois. Tu peux être libre, tu peux être salarié, tu peux bien gagner, tu peux avoir des perspectives de développement. Franchement, toutes les étoiles sont réunies, quoi. Non, bien sûr, 100%. Et en fait, pour moi, il y a une dynamique. Moi, je vais pas dire que j'ai pas de doute, mais que j'ai des doutes tous les jours sur est-ce que je devrais pas être indé, etc. Peut-être que je serai indé un jour et je pense que ça arrivera en fait, un jour où je gagnerai pas mal d'argent déjà à côté. Sûrement, je me lancerai ou le jour où j'aurai la flemme de travailler et que j'aurai des ressources, je me dirai vas-y, je fais un peu d'indé. Mais il y a quand même pas mal d'histoires d'entrepreneurs qui se passent pas bien, tu vois. En fait, on parle souvent Ouais. de. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui arrivent et qui disent ouais, putain, ça s'est pas bien passé en fait. Tu vois, je pensais que ça allait marcher, mais ça a pas marché. Et les gens, ils sont un peu désemparés, c'est un peu compliqué. Il y a rarement d'histoires de salariat qui se passent pas très bien. Donc en fait, c'est un peu le choix de la sécurité et ça marche bien. Et en fait, tu peux aussi avoir une échappée par le haut en tant que salarié comme en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, ça se passe. C'est intéressant aussi. Mais je vais pas te mentir, moi j'ai des doutes et il y a ce moment où je passerai en entrepreneur un peu plus full time. Quoi. En fait, je pense que je ferai ça le jour où j'aurai envie de. Le but ultime, moi, c'est toujours le même. Hein, c'est de se dire 35 ans, j'ai gagné assez d'argent, je peux arrêter de travailler. Genre, je ferai du freelance 10 heures semaine et j'élève mes enfants, quoi. Ah ouais, non, bien sûr. Ça, je te rejoins, tu vois. Moi, ça me ferait chier si j'ai des enfants, j'ai 26 ans. Si j'ai des enfants vers la trentaine, ça me ferait chier de pas avoir assez amassé suffisamment d'argent pour devoir les éduquer, mais aussi stresser par rapport à mon travail, par rapport à mes projets. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux faire une chose à la fois, être à fond dans le travail, puis à fond sur ta famille, puis après à fond peut-être sur toi, tu vois, sur ta fin de vie. Mais non, non, je te rejoins à 100%. Bah, on est d'accord, là, c'est parfait. Bah tiens, pour rester un petit peu dans le côté humain management, ce serait quoi tes 3 points clés, Léo, pour recruter un bon SEO? Il y a plusieurs points. Pour moi, honnêtement, il y a un gros point clé sur le fait de recruter des SEO. En fait, pour le recrutement en général, c'est de la passion. La seule chose qu'il faut que tu aies, c'est que tu identifies c'est quoi le taf de ce mec. Et quand tu as identifié c'est quoi le taf de ce mec, tu te dis, ok, c'est quoi la passion pour performer dans ce taf-là, tu vois, pour performer dans cette tâche-là. Et quand tu as identifié cette passion, bah tu peux y aller, quoi. Et pour moi, on parle souvent de SEO et de ranker sur Google. Honnêtement, ce qu'on est, c'est des money makers, quoi, tu vois. Genre, en fait, on est là pour faire de l'argent, tu vois. On change de niche. Là, on est à 2 minutes, on parlait de YouTube, tu vois. On a fait beaucoup du website parce que c'est un peu la spécialité. Mais faire du website, c'est être créatif pour savoir comment passer devant les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment du make money. Partant de là, il y a un côté où recruter un SEO, c'est recruter un money maker. Et je pense qu'il faut avoir des gens qui sont intéressés par le make money et qui sont en mode genre, j'ai envie de passer devant les autres. Donc, ils sont des compétiteurs, quoi, tu vois, des compétiteurs qui sont focus. Et si possible, s'ils ont un petit œil pour le contenu, c'est pas mal. Mais en général, en fait, un mec qui est passionné par le make money, si tu lui dis, mec, ce qui va faire la différence, c'est ton contenu, bah le gars, il va se mettre à devenir passionné de contenu, tu vois. En fait, il faut des gens qui soient ultra polyvalents et qui soient prêts à changer pour le seul objectif que de faire de l'argent, quoi. Et en fait, il faut que ces gars-là, le jour où tu leur dis, non mais mec, le site sur lequel tu as travaillé 3 ans, on vient de trouver les parasites et c'est une manière de faire x10 en 2 fois moins d'efforts, faut que ce gars-là, il ait pas le temps de réfléchir. Et il se dise direct, ok, je laisse tomber le site, je passe sur les parasites. Frérot, En fait, me parle pas de parasites là. Ah Je vais commencer. Le démon, il va sortir. Non, je déconne. Là, tu bourrines en ce moment sur les parasites sur YouTube, je suis choqué. Parasite. À chaque fois, je les vois sur son truc. Ok. Excuse-moi de t'avoir coupé. Petite blague. Ah pour oui, détendre. t'inquiète. Mais ouais, passionné avant Et donc, tout, quoi. voilà, pour moi, c'est des gens passionnés. Et le SEO, j'ai réfléchi pas mal de fois, j'ai regardé pas mal de trucs. Et j'ai l'impression que les profils qui sortent, c'est les qui me font kiffer, en tout cas, moi, personnellement, en tant que manager. Je pourrais pas dire c'est les meilleurs ou pas. C'est les gens qui sont passionnés du make money. Et des gens qui sont polyvalents et qui sont prêts à tout lâcher pour trouver la nouvelle technique qui fait du make money. Mais qui, d'un autre côté, connaissent un peu leur base et sont en mode, genre, j'ai pas non plus envie d'être variable. Et tu vois, tu peux pas changer de truc tous les mois ou tous les jours. Il faut qu'il y ait un moment, tu passes 6 mois ou 1 an sur un truc si t'as envie de devenir bon dedans, tu vois. Donc, en gros, t'es un SEO, t'es passionné du make money. On te dit, ok, mec, le truc de demain, c'est YouTube. Ok, bah, tu sais quoi, tu vas passer 1 an à faire que du YouTube. Et à ce moment-là, tu vas devenir bon dans YouTube. Mais tu peux pas changer de théma ou changer de truc toutes les semaines. Sur les thémas, pareil. En fait, tu peux pas vendre des machines à café et le lendemain vendre du dating et le lendemain vendre de l'agence SEO, etc. Il y a un moment, va falloir que tu te concentres sur 2-3 thémas si tu veux devenir bon dedans parce qu'en fait, il y a des gars qui se concentrent dans ces thémas-là tous les jours et eux, ils produisent du contenu tous les jours dessus. Donc, eux, ils vont produire du bon contenu. Si toi, tu veux être en compétition avec eux, va falloir que tu passes du temps et de l'énergie dans et ta thématique et ton channel, tu vois, ton moyen de faire quoi. Donc, et ou le SEO, ou le email, ou le YouTube, ou des trucs comme ça. Mais juste que tu sois focus dans ces trucs-là, quoi. Putain, t'as tout dit. Hein. Tu sais que ça me fait penser à quoi? C'est les entrepreneurs 2.0, tu vois. Notamment sur, je sais pas, Twitter, LinkedIn, c'est des réseaux que je regarde un petit peu. C'est vrai que ces gars-là, ouais, c'est vrai. Ces gars-là, ils ont faim, t'as envie de les aider. Tu leur demandes, voilà, qu'est-ce que t'as lancé comme projet cette année? Le mec, il a fait 10 projets, tu vois. E-com, SMMA, SEO. En SEO, il a fait 3 niches d'affi. Bah, bien sûr, ok,
aucune ne va marcher. Et en fait, focus, tu vois. Tu peux pas vouloir les résultats rapides sans forcément se donner la peine de bosser plus d'un mois sur un même projet. Et Ouais. putain, quand t'es bon sur un truc, toutes les niches, elles sont bankable. T'en as, elles vont payer beaucoup moins, bien sûr. T'en as, vont payer Ouais. beaucoup plus. Mais t'es obligé de faire quelques ventes, tu vois. Si ça marche Et pas, ouais. ça vient de toi. Toutes les niches, elles peuvent te sortir un salaire en fait. Peu importe ce que Bien tu sûr. fais, tu pourras toujours sortir un salaire, tu iras chercher les bons gars, etc. Et ça va fonctionner. Et voilà, je suis d'accord. Et en fait, moi, alors qu'il est, on se dit, ouais, j'ai fait du compétitif, etc. Honnêtement, la seule niche que j'ai grind sur le côté pro, c'est les jeux d'argent, parce qu'en fait, c'est là où Bien j'ai sûr. focus et j'ai passé du temps et d'énergie, parce que c'est là où j'ai passé ma carrière. Mais l'investissement, par exemple, ça a toujours été une passion perso et c'est un truc que j'ai commencé à regarder quand j'avais, tu vois, 17, 18 ans. Et j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner dessus. Donc en fait, c'est une passion que j'avais en perso. Le CBD, bah, j'ai été un fumeur de canna depuis mes 15 ans, donc tu connais, on est dans la thématique depuis longtemps, j'ai fumé pas mal de CBD, etc. Donc en fait, c'est des trucs qui ont été des passions perso avant d'être Ouais. des thémas que j'ai attaqués. Bon, comme par hasard, toutes mes passions, c'est des thémas bankable. Bon, j'ai de la chance. Voilà, c'est comme ça. Pas mieux. C'est clair. Non, mais c'est vrai que si t'avais pas mangé 3 4 ans, voire plus de casino tous les jours, bah tu serais pas un tueur comme maintenant. Tu vois, si t'aurais fait un peu de case, après t'aurais fait un peu de, je sais pas, d'autres thémas, voilà, mais en dehors du case et tout, bah c'est sûr que t'aurais pas ce level-là, tu vois. Et en soi, bon bah, c'est sûr quand on est pressé, on veut que ça aille toujours plus vite, mais le temps au final passe vite. Et tu vois, 2 ans, 3 ans après, si t'avais lâché ce truc-là, t'en serais pas là où tu es aujourd'hui, quoi. Et demain, tu me demandes de faire un contenu de bonne qualité sur le jardinage, mec, je peux pas en fait. J'ai pas les connaissances. Tu vois, c'est un domaine que j'ai jamais travaillé, j'ai jamais été passionné, j'ai jamais regardé. Et ça nécessite de l'expertise en fait de faire un contenu de bonne qualité. De l'expertise, de la technique, de la maîtrise et un bon briefing quoi. C'est clair. Ah, c'est sûr que quand tu maîtrises l'environnement, toute la longue traîne et tout, ça sort beaucoup plus rapidement. Ouais. Ouais. Non, c'est ça quoi. Complètement. Enfin, si tu connais ton produit parfaitement, que tu connais tous les avantages, que tu peux être honnête dessus, bah c'est ultra bankable. C'est clair. Et du coup, je vais inverser ma question. Qu'est-ce qui pourrait un peu te freiner sur le recrutement d'un candidat? En général, les choses. Tu Putain, je vois, réfléchis à qu'est-ce qui peut hormis me les freiner. trucs Ouais. basiques, genre manque de respect, trop d'aisance, tu vois, trop de nonchalance, Ouais, enfin des trucs qui passent pas, quoi. Vraiment, peut-être quelque chose d'un peu plus en particulier. Je vais te donner un ouais. exemple. Moi, j'aime bien les passionnés, mais les passionnés trop opportunistes, quand tu recrutes un Ouais. salarié, c'est un salarié. Recruter un entrepreneur, salarié-entrepreneur, c'est compliqué. Comme on a pu le voir dans pas mal de boîtes d'édition, t'en as pas mal qui partent pour copier les sites et les Mhm. refaire pour eux, tu vois, avec les mots-clés gagnants, tous ces trucs-là. Moi, ça me Moi, freine un peu. salarié entrepreneur, c'est pas un problème tant que je sais que le gars est fiable. Et ça, Ok. c'est pas très compliqué à savoir en vrai. Enfin, tu peux sentir un peu les gens quand même, quoi. Tu vois, quand tu commences à l'habitude, quand tu t'es fait niquer une fois ou deux, tu commences à savoir Bien lesquels faut sûr. pas avoir. Ensuite, les trucs, un truc qui me rebute un peu, qu'en fait, il y a un truc qui est un peu compliqué, c'est que je sais qu'il faut pas que je fasse, mais en gros, on a toujours le réflexe de recruter des gens qui nous ressemblent. Et du Ouais. coup, tu finis par avoir des équipes qui sont très linéaires et très centrées sur un style et un truc. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des passionnés du make money parce que c'est mon style, tu vois. J'essaie des fois d'avoir des profils qui sont un peu différents, mais je tendance à recruter trop des gens qui sont style entrepreneur. Quand les gens ils aiment bien le graphisme, moi c'est un truc qui me rebute un peu parce que j'aime vraiment pas le graphisme. Et du coup, en fait, quelqu'un qui a trop l'œil pour le beau, c'est qu'il a pas l'œil pour le reste, je trouve, tu vois. Enfin, j'ai l'impression, quoi, en général, que quelqu'un qui s'attarde sur le style d'un site, je me dis, il est pas du tout en train de regarder la bonne chose. Ah oui. C'est pas ce qui va le faire ranker, c'est pas ce qui va lui rapporter de l'argent. Donc, tu vois, les choses qui sont subjectives, j'ai pas envie qu'on s'attarde trop dessus. Ça, c'est les premières choses. Et les gens qui sont perfectionnistes, par exemple, c'est un des profils que j'aime pas trop parce qu'en fait, t'as une devise que j'aime bien qui est le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, en fait, à vouloir faire toujours mieux, tu finis par pas faire de choses du tout. Et donc, je préfère avoir des gens qui sont juste en mode, non, moi j'aime bien prod, tu vois, je suis un bon prodeur, j'aime bien améliorer ce que je fais un peu chaque jour. Et en fait, en mode Atomic Habits, plus 1% tous les jours. Et là, t'es bien, tu grindes, ton site il va s'améliorer et c'est comme ça que tes projets s'améliorent. Mais faut accepter de prod au bout d'un moment, même si ce que tu fais est pas parfait. Ouais. Après, je pense que ouais, naturellement, les gens, ils veulent faire bien, donc effectivement être perfectionniste. Alors que nous, on recherche pas ça. Je te rejoins à 100%. Quelqu'un qui va itérer progressivement tous les jours en fonction des données, etc., il a tout compris, tu vois. Alors quelqu'un qui va s'attarder pour faire un plus beau logo, alors que ça va rien changer, ou quelqu'un qui va passer 1 heure de plus pour faire 20% du contenu, alors qu'en 1 heure de plus, il peut faire un autre contenu, bah, effectivement, la différence, on la voit direct, quoi. Et même, Donc, par exemple, tu vois, il y a un truc qui est une strat qui pourrait être marrante. J'avais jamais pensé à faire ça, mais ça serait marrant. Genre, imaginons que t'es un rédac. T'as une semaine pour publier ta page, meilleur casino, tu vois. Et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je ferais bien, c'est genre, premier jour, mec, tu fais une première ébauche de contenu. Tu te dis, à la fin de ma journée, je dois publier une page. J'ai pas le choix, tu vois. Genre une semaine pour la faire, ouais. mais à la fin de ma première journée, je dois publier une première page qui est viable. Deuxième jour, tu dis, ok, bah, c'est quoi, j'améliore cette page, j'ai une deuxième journée, et t'améliores cette page. En fait, tu fais ça toute la semaine, et tu t'es en mode MVP, tu vois, en mode startup, t'envoies ton premier produit, et ensuite t'envoies une deuxième version, ensuite t'envoies une troisième version, etc., etc. Et du coup, genre, Totalement. juste de la version et de l'amélioration continue, c'est pas mal, quoi. Ouais, ça c'est très bien. Je sais pas, ouais, c'est effectivement, t'as le cas un petit peu de la personne qui a pas trop fait de SEO, qui a pas trop fait de site, et elle attend par exemple de faire ses 30 contenus pour les publier, tu vois. Son site, elle va le publier dans 2 mois avec ses 30 contenus, alors que elle peut déjà publier le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Après, bon, nous, ça nous paraît évident parce que c'est du retour d'expérience, faut être proactif avant tout en SEO, mais ouais, ok, d'accord. Donc ça te freine un petit J'avais peu ces différents types de profils. Ouais, j'avais un profil par exemple une fois, qu'est-ce qu'il faisait? Je lui demandais un brief sur un mot-clé par exemple, c'était un mot-clé qu'il connaissait bien, tu vois, une thématique c'était de la finance, une thématique qu'il connaissait bien, il était déjà assez passionné dans cette thématique, etc. Et en fait,
tête, il allait lire son top 5, très bien, il fait son brief, ok, bien, mais genre il lisait vraiment l'intégralité de son top 5, ce qui est vraiment bien, tu vois, ce qui est cool. Mais en fait, quand t'as besoin d'une ébauche de page ou d'une V1, faut peut-être pas passer autant de temps que ça, surtout si on page de, voilà, je parle de 5 pages ou 10 pages qui vont faire 8000 mots chacune. En gros, ils allaient les mettre 2 jours pour faire son brief parce qu'il fallait qu'il lise tout l'intégralité, qu'il soit sûr que tout soit prêt. C'est sûr que son brief il arrivait, il était parfait, mais en fait, il aurait pu faire la même chose en 2 fois moins de temps, quitte à ce que tu me fasses un premier retour, je le lis en diagonale, je te dis ok, V1, modifie ça, et c'est bon, c'est réglé quoi. Mais en gros, le côté perfectionniste et je veux rendre quelque chose de parfait, V1, pour moi, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Ouais. Non, après, c'est peut-être la déformation de l'école. Tu sais, où tu veux toujours Ouais. faire un beau truc, un beau dossier, une belle thèse. On te demande pas ça. En tout cas, dans notre métier, on fait pas du design. Peut-être qu'en design, on te demande un truc parfait. Nous, on te demande un truc fonctionnel, MVP, sorti rapidement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ouais, bah je pense vraiment que c'est ça quoi. Ouais, en fait, faut MVP est fonctionnel et que ça avance et que tu utilises en prod. Je pense que c'est un des trucs qui est important. Ok, Si, en fait, nickel. si à l'heure qu'il est, je sors la manipulation de CTR en mode, tu vois, là j'ai commencé à facturer des gars sans en parler à personne. C'est parce que j'ai besoin d'avancer, tu vois, de faire mes tests, c'est que c'est cool en fait, tu avances comme ça. Peut-être qu'un jour je ferai genre en mode, oh, lancement officiel, trop bien, tu vois. Mais en fait, le truc il sera déjà en train de run depuis quelques temps et du coup, c'est cool parce que ça veut dire que ça fonctionne déjà quoi. Bien sûr. Ok, nickel. Petite question. Alors, c'est vrai qu'on peut constater depuis peut-être quelques mois, quelques années, un petit peu une division, si je peux dire, entre la nouvelle génération des SEO, où par exemple, toi et moi appartenons, on va dire les moins de 35 ans, moins de 30 ans, en tout cas, ceux qui ont moins de 10 ans de bagage en SEO, on va dire, versus l'ancienne génération, donc effectivement ceux qui sont là beaucoup depuis longtemps. Avant de te laisser répondre, voilà, moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est que pour donner l'exemple de ma chaîne YouTube, on en parlait un petit peu avant cette vidéo, c'est vrai que moi j'ai invité tout le monde, autant des gens de 18-19 ans que des gens de 45, 50, 55 ans, tu vois, parce qu'on est là pour le skills, on est là pour la compétence, on est là pour l'apprentissage, on est là pour partager. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de ouais, moi ça fait 20 ans je fais du SEO, je suis meilleur que toi, tu vois, sinon on va comparer directement les chiffres d'affaires, on va comparer les rankings et tout, mais on n'est pas dans ce truc là, tu vois. Le but c'est de réunir. Et je pense qu'on a un petit peu ce même constat, toi et moi, qui est un peu une division au niveau de cette communauté qui est dommage. Donc voilà, je te laisse donner ton petit point de vue, mais moi je trouve ça un peu déroutant. Après, c'est vrai que c'est toujours une minorité visible qui agite un peu le truc. Et je pense que tu as la majorité silencieuse qui est très content, par exemple, des vidéos YouTube que autant Paul ou moi-même pouvons faire sur YouTube, tu vois, et alors qu'on est plus jeune qu'eux et tout le monde peut apprendre au final. Ouais, et c'est alors je suis 100% d'accord, il y a pas longtemps, j'y réfléchissais aussi et c'est vraiment un sujet qui me chagrine un peu, et je pense que on devrait avoir plus de mixité. J'aimerais bien faire une petite séparation en plus dans le sens où tu as fait genre en mode les jeunes vs les vieux. Nous en fait, on est jeunes mais on est plus si jeunes que ça, dans le sens où on fait partie de ceux qui ont entre 5 et 10 ans, tu vois, d'expérience. Et en fait, ça quand on commence à être solide quand même dans le milieu, on n'est pas des nouveaux arrivants, mais même si on n'a pas la reconnaissance éternelle des vieux, ils commencent à quand même nous connaître et on discute régulièrement avec eux, et en fait, ça se mixe un peu. Il y a les très jeunes aussi en fait, je pense à, tu vois, tu parlais de Paul, moi il y a Axel SEO qui pour moi est un top profil qui est relativement jeune et qui est arrivé il y a pas longtemps. Il y en a plusieurs comme ça qui sont dans la très nouvelle génération, on va dire, et qui font des très belles choses. Je suis un peu triste que ça y ait moins de mélange, je suis d'accord en fait. Ouais, je regardais il y a pas longtemps en fait ce que j'ai fait. Putain, je veux le dire là, c'est pas beau. J'étais sur la chaîne de Trikaya et en fait je me disais putain, c'est marrant, j'ai jamais vu de jeune chez Trikaya, tu vois. Et en fait j'ai regardé toutes les vidéos qui avaient été faites, je les ai pas tous regardées, mais j'ai regardé genre les 50 plus populaires ou 100 plus populaires, et genre c'était des SEO de la vieille génération. J'étais un peu triste, je me suis dit putain, c'est dommage en fait, tu vois, il y a quand même du mouvement autour des SEO de la nouvelle génération. Genre pourquoi inviter un vieux 3 fois ou 4 fois alors qu'on pourrait inviter un nouveau, ça ferait un peu, tu vois, ça mixerait un peu tout ça quoi. Après d'un autre côté, toi je sais pas si t'as invité beaucoup de gens de la plus vieille génération, je pense pas que ce soit la plupart de tes... Ah ouais, énormément. Ouais, énormément. Rakidel, Paul Sanchez, ah ouais, Paul, je Frédéric sais que vous Bobet, avez fait j'ai pas mal de invité. trucs. Ok. Ouais, pas mal de trucs. Même Bourrelli, je l'avais Bah, invité à l'époque, tu vois. Moi, je me suis jamais posé cette question. Et au final, la question, elle est stupide, tu vois. Mais c'est vraiment ouais, je suis d'accord. quand on te l'amène comme ça, tu te dis putain, en fait, si, il y a un vrai truc, tu vois, il y a un Ouais. fossé qui se crée. Moi, je le ressens C'est pas un peu parce que je me pose pas la question. Mais effectivement, le fait d'en parler Ouais. comme ça. C'est un peu au niveau de l'audience aussi, parce que je sais que par exemple Flo avec Asynchrone, ils ont... enfin, tu vois, il y a ce côté où il est plus ciblé nouvelle génération parce qu'ils vendent de la formation et qu'il est dans cette dynamique plus nouvelle génération. Sur la plupart de ses podcasts, il a invité quand même que de la nouvelle génération, tu vois, que des gens qu'il avait formés, des gens qui ont eu des belles success stories, mais des gens qui sont plus orientés de nouvelle génération que de la vieille génération. Après, je trouve que t'as des gens qui font trop bien le pont. Toi, bah du coup, tu me le prouves, c'est le cas, et j'étais en train d'y réfléchir en fait avec Paul Sanchez. Pour moi, c'est un monstre, et enfin, tu vois, en fait, c'est un des trucs qui me rend un peu triste, c'est de me dire que ces gars-là, c'est nos mentors, et genre même après 5 ans ou 10 ans de métier, on se mélange pas encore parfaitement avec eux, et ça me rend un petit peu triste des fois quoi. Mais par exemple, un gars comme Paul Sanchez, à chaque fois je le vois en conf, on discute et c'est trop bien. J'ai parlé pas mal avec Nicolas l'espagnol au dernier SEO Camp, trop cool aussi. J'ai pas mal parlé avec Elliot aussi. Donc il y a pas mal de vieux avec qui on discute, et en fait ça se mélange bien. Putain, je dis des vieux, je me tape sur les doigts en le disant. Désolé, mais en gros, de gens plus âgés que nous, de la plus vieille génération, qui ont plus d'expérience, avec qui on se mélange. Mais je trouve qu'il manque un peu quand même un truc, genre il y a un truc qui, je sais pas à quel moment il y a une cassure dans tu vois, le sphère du SEO. Peut-être à Pingouin en 2012. À ce moment-là, genre Marcure les gars, les nouveaux SEO, les anciens SEO, c'est plus la même.
Non, je sais pas. Après, chacun ses mentalités, tu vois. Je dirais que il y a de la jalousie des deux côtés. Autant ceux qui viennent, peut-être qui sont un peu plus arrogants, et peut-être une minorité, donc de gamins, tu vois, prétentieux, qui ont Mhm. jamais rien fait, voilà, qui font du copywriting, quoi. C'est pour prendre exemple de Twitter. Après, Twitter, Mhm. c'est le réseau du mal, tu vois. Ouais, ça Donc, spam faut sur pas Twitter, prendre mec. ça Moi, spam, je tu vois. vois. En fait, Les gens, si ils tu vont vois, pour du sang, si en t'enlèves vérité. les spammers, t'enlèves les spammers sur Twitter. Honnêtement, je trouve qu'il y a pas trop d'arrogance. Paul, il a été un peu arrogant en arrivant et en fait, il s'en est un peu Oh, mordu c'est les doigts gentil, hein. et tu vois, mais c'était Ouais. gentillet. Et voilà, en fait, on est très loin d'une vraie arrogance. Tous les autres, c'est que du spam, tu vois. Et ils le disent eux-mêmes et on le sent et bah, tu vois, ça réagit comme ça. Mais ouais, en fait, je trouve que t'as un mix entre la plus vieille génération qui prend Twitter en mode, des fois, c'est un peu Facebook, tu vois. Ils vont te parler d'un truc genre en mode, putain, j'étais chez EDF, ils sont un peu lents. T'es là, genre, ouais, les gars, on est tous là pour du SEO, c'est pas très intéressant d'en parler. Il y a la nouvelle génération qui fait que du spam commercial. T'as envie de dire, ouais, les gars, vous êtes peut-être un petit peu dans l'abus. Donc, C'est ça et le truc. il y a nous entre deux où on est là, genre, putain, on essaie de se construire des audiences et de discuter un peu, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Ah non, non, c'est clair. C'est clair que bon, t'es tenté à vouloir raconter ta vie, à vouloir faire de la politique et tout, mais ça reste business, tu vois. Moi, c'est un compte personnel branding, ça reste professionnel, donc je veux pas trop m'étaler non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une petite cassure. Au final, c'est bien d'en parler ensemble, tu vois, de faire un petit. Dites-nous en commentaire hein, si vous avez une idée à ce sujet-là, si vous êtes concerné. Mais je pense que ouais, c'est Mhm. l'arrogance versus un peu. Ah là, quand tu vieillis, il peut y avoir un petit peu de jalousie aussi, tu vois. Tu vois des petits gamins arriver, des trucs. En 2 3 ans, ils arrivent à faire des trucs forcément qui avant prenaient 10 ans, tu vois. Donc, Mhm. faut se dire aussi qu'il Il y y a a des un gens qui truc, sont beaucoup plus doués, tu vois. Les gens, c'est ouais. comme ça, ils apprennent plus vite, ils sont meilleurs, voilà. Il y a un truc que m'avait dit Simon chez GTM, du coup, le boss, Ouais, pendant en fait, très, très j'avais un fort Simon. candidat. Simon, c'est ouais, un des meilleurs SEO FR, c'est très beau ce qui a été fait, quoi. On regardait un profil ensemble. Et je me souviens qu'il me dit un truc qui m'a marqué. Il me dit, écoute, ce gars-là, il fait du SEO depuis 3 ans, 4 ans. Si là, alors qu'il est, il postule chez nous, avec, tu vois, la fourchette de salaire qu'on a proposée, c'est qu'il est pas riche, tu vois, simplement, il a pas eu des succès phénoménaux en entrepreneuriat. Quelqu'un qui a pas de succès phénoménaux en entrepreneuriat à long terme en SEO, c'est quelqu'un qui est pas si bon que ça, parce que les opportunités, elles sont vraiment partout. Et C'est donc, clair. en gros, il y avait une dynamique genre, si t'as été entrepreneur SEO pendant 10 ans ou 15 ans et que t'es pas blindé, c'est que t'es pas si bon que ça, ou alors que tu t'es vraiment fermé des portes, parce que les opportunités, il y en a eu énormément, et il y en a encore énormément. Après ça, c'est vrai que c'est dur de le dire un petit peu, ça peut faire grincer des dents, tu vois. Si j'étais concerné, effectivement, C'est si ultra j'avais arrogant de dire ça. non, mais après, c'est vrai que bon, on est tous sensibles, tu vois, on a tous notre ego, mais objectivement, t'as tout Bien dit, sûr. tu vois. Moi, si dans 10 ans, je refais de la presta pour faire 3 4 k par mois, faire de la presta client, tu vois, je me dis putain, en fait, j'ai pas step, tu vois, ça fait 15 ans, je fais le même truc. Mhm. Bah, peut-être que je serais moins motivé, tu vois, à donner de la force comme je fais actuellement à la nouvelle génération ou à l'ancienne, tu vois, inviter un petit peu tout le monde. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Après, je réfléchis pas comme ça, tu vois, j'ai pas d'ego, y a pas de souci, je m'en mets en question. Mais je pense qu'il y en a qui sont un petit peu impactés par ça, en mode ouais, mais tu vas m'apprendre quoi? Ça fait 15 ans, 20 ans que je fais du SEO. En fait, t'as toujours mec, ça fait 20 ans que tu fais les mêmes choses avec les mêmes clients, c'est pas si top que ça, tu vois. Donc, Ouais, bah non, je suis d'accord. Après, je pense que c'est même pas une question d'apprendre, c'est juste une question de discuter, quoi. Tu vois, moi, ouais, il y a non, des fois non, où bien j'apprends des sûr, trucs, il y a des fois où bien j'apprends des sûr. trucs à d'autres. J'aimerais bien T'apprends de plus tout le monde. discuter avec les plus vieilles générations. Comme j'ai commencé à de plus en plus discuter avec les nouvelles qui sont des. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, quoi, en fait. Les échanges avec Ouais. les nouveaux venus, c'est trop bien et c'est des gens surmotivés. Putain, ça me donne le sourire et je kiffe ça, quoi. Ah non, il y en a, ils sont tellement forts, hein, mais même qu'on parle autant des anciens qui disent rien, tu vois, mais qui sont très très forts, comme Rakidel, Paul Sanchez, Ouais. Madaleno. Voilà, Non, mais bien si sûr, tu veux, mec, je c'est les des invite. tueurs, hein, enfin. Si tu veux, je les invite 10 fois sur la chaîne, 10 fois j'apprendrai des trucs et ça me va très bien, tu vois. Et tout le monde apprendra des trucs. Et eux, en plus, ils disent rien, tu vois. Ils sont pas dans ce conflit-là, ils sont épanouis dans ce qu'ils font, ils ont réussi. Ils sont très forts. Comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, mais tu Ouais. bosses, tu vois, t'arrêtes de te plaindre. Donc, Mec, tu sais qu'un des trucs qui me rend le plus triste de Twitter, je pense, c'est le fait que Paul Sanchez soit pas aussi actif que ce que je le souhaite, hein. J'aimerais trop lire des trucs de Paul Sanchez tous les jours parce que c'est un tueur, mec, il est trop fort, quoi. Enfin, j'aimerais parler avec ce gars-là quotidiennement. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je lui envoie des messages régulièrement parce que j'aime Mais, trop ce mais, gars-là, quoi. mais comme tu dis, même en dehors de l'aspect fort, le mec il est bienveillant, tu vois. Et pour moi, Mais tu c'est peux ça. être le SEO le plus fort, c'était une merde humainement, vas-y, on parle pas, tu vois. Alors que même Ouais, si t'es ouais. moyen en SEO, mais t'as le cœur sur la main, mais on bosse ensemble, si tu veux, y a pas de problème, on échange. Mais c'est pas parce que t'es bon que tu peux te conduire comme une merde, tu vois. Ah ouais, à mort. Bah, tu sais, j'ai rencontré des gars qui étaient excellents. Mm, mm. Enfin, à partir du moment où ils te parlent mal ou quoi que ce soit, j'ai plus envie de parler avec eux. Enfin, tu vois, c'est juste. Ouais, La discussion, c'est, tu vois, t'es content de parler des choses qui sont intéressantes, donc des choses qui sont techniquement, on va dire, high level, mais t'es aussi content de parler avec quelqu'un qui est sympa et qui est cool et qui est souriant. c'est Enfin, tu clair. vois, tout classique, quoi. C'est clair. Non, après, heureusement, tu vois, il y en a très très peu. J'ai même pas de nom en tête. Mais voilà, c'est vrai que, bon, des fois, on peut tomber sur des trucs. En off, on se l'envoie un petit peu tous, ça nous fait marrer. Mais ouais, il y a vraiment un axe d'amélioration dans le partage. Tu vois, plus de vidéos comme on fait là aujourd'hui, on se prononce sur des sujets un peu Mhm. touchy. Partager, se donner les meilleures techniques, continuer à faire des events. Après, c'est les réseaux, mec. Ce qui est dit sur les réseaux ne se dira jamais en vrai. Sur les réseaux, il y a une aisance, il y a une facilité. Ouais, je suis aussi d'accord là-dessus. Moi, j'essaie le plus possible d'être dans la même dynamique, tu vois, de dire la même chose en vrai que je dirais sur les réseaux et vice-versa. Il y a des fois, c'est vrai que ça déborde un peu
peu plus sur les os que ça déborderait en réel. Mais bon, écoute, c'est le jeu, voilà quoi, tu vois, on est derrière un PC, c'est moins impactant que de recevoir une insulte en vrai, de recevoir une insulte sur Twitter. Et vice versa, c'est Ouais. moins impactant de la donner sur Twitter que de la donner en vrai. Mais on prône tous les deux la bienveillance, je pense. Clairement, clairement. Voilà, petit sujet touchy, mais c'était intéressant. Je taguerai un petit peu Paul, Stéphane, tous ceux qu'on a cités. S'ils tombent sur cette vidéo, Ouais, bah ouais, voilà. ouais. Franchement, on vous envoie que de l'amour parce que tout ce que vous partagez et tout, c'est du lourd. Donc continuez, hein. Avec Continuez, plaisir, ouais. continuez. Moi, je suis pour plus d'interaction entre les générations de SEO. On va enchaîner sur une dernière partie qui va être plutôt sympa. Voilà, un petit concept. Je vais te lister différentes techniques et tu pourras tout simplement me dire oui ou non si tu recommandes ou encore si c'est puissant. Donc par exemple, si je te dis keyword stuffing, bon, si tu penses que c'est éclaté, que c'est fini depuis 5-10 ans, bon, tu me dis non, tu vois, fini. Par contre, si je te propose un concept, une technique qui a encore du potentiel, qui fonctionne bien et que tu as un avis tranché dessus, bah avec plaisir, on développe cette partie en 30 secondes, 60 secondes, tu vois. Et je vais te proposer comme ça une dizaine de techniques, si ça te tente. Ok, avec grand plaisir. Ok, let's go. Premièrement, le PBN. Éclaté, assez horrible, mais super bonne technique en 2014. Et à partir de 2020, je pense que les gens ont commencé à se détacher. C'est plus la tendance. C'est trop chiant à maintenir, c'est trop compliqué. Et je pense que même pour des très grosses boîtes qui ont des très gros budgets et tout, même pour du très compétitif, je pense que c'est pas ultra intéressant. Ok, ChatGPT pour le contenu SEO. Comme dit précédemment, je le fais tous les jours. C'est la meilleure manière de faire du contenu SEO. ChatGPT rédige mieux que 95% des Français. Pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. Le tout, c'est de savoir quelles informations on lui donne. Et évidemment, tu pars pas sur, tu vas pas faire une page de 500 mots en one shot. Tu l'as fait paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, et c'est comme ça que tu auras le meilleur contenu. Super. EMD. Donc EMD pour définir exact match domaine. Donc serrurier-paris, avis-monaffiliation.com, etc. Je dirais oui et non. Il y a toujours de la place pour un EMD par serre. Alors, regarde ta serre. Est-ce qu'il y a déjà un EMD dedans? S'il y a un EMD, tu prends un EMD. S'il n'y a pas d'EMD, prends un EMD, rentre dedans. Et tu vas rentrer dedans. Pas mal, du ça. bois. Donc, profites-en. Je m'étais jamais posé la question, enfin de ce point de vue-là, parce que là, depuis 2 semaines, je lance beaucoup de parasites, beaucoup de EMD Ouais. pour le coaching dans quelques jours. Les EMD, ça marche, tu vois, quoi qu'on en dit. Après, effectivement, Ouais, ça marche non, bien mieux, sûr, mec. c'est peu concurrentiel ou autre. Ce qui est bien, c'est que ça reste. Putain, t'as des sites, ils vont vite dégager des articles de blog. Un EMD, naturellement, dans 6 mois, 1 an, tu vois, il doit être top 3. Si c'est moyennement concurrentiel, t'es top 3, tu vois. Ouais, je suis d'accord, voire même Sans trop pousser. et top 3, je dirais plus top 1 ou top 2. Pour moi, c'est un peu les deux places de l'EMD. Soit t'as un acteur qui est genre vraiment indécent et il se prend le top 1 et ce sera difficile d'aller le déloger, genre le gouvernement ou n'importe quoi, des conneries comme ça. Soit il n'y a pas cet acteur et en fait tu peux prendre la place du top 1. Je pense que les signaux de trafic sur des EMD, c'est encore plus fort que sur le reste parce que ça donne le côté marque, etc. et que c'est encore plus légitime. Donc je pense que EMD, s'il n'y a pas d'EMD dans la SERP, ça se prend. Et après, je t'ai dit une place. En vrai, c'est légèrement faux. Il y en a 2 sur certaines fois, mais on va parler de 1 ou 2 places, pas plus. Si t'as déjà un EMD, en général, évite d'y aller. Top. Et petit exemple, moi j'avais pas mal bossé sur la requête pendant quelques mois, grossis CBD. Je crois qu'on a été 2e ou 3e. Bon, au final, c'est un client avec qui je bosse plus. J'ai regardé les SERP 6 mois, 12 mois après. Bah, le top 2 ou top 3, c'est que des EMD, tu vois. Et les ça backlinks m'étonne pas. pourris, truc éclaté. Hein. Mais EMD, frère. EMD, en Crisac qui passe naturellement. Trafic, t'as tout dit. Ouais, c'est ça quoi. Bah, je pense que c'est vraiment une solution facile. Les noms de domaine expirés à 30 €. Je pense que pour vendre du lien, ça peut être ok. Pour de la patate et du SEO et faire de l'argent, honnêtement, c'est plus le cas. Nom de domaine expire à 30 €. Il y a une inflation sur le nom de domaine qui est assez forte. Donc en fait, nom de domaine expire à 30 €, t'auras plus de bons noms de domaine à ce prix-là. Peut-être pour avoir une base de shop sur lequel tu feras du drop, par exemple. T'as envie de lancer un shop en drop, bah vas-y, si tu vois un nom de domaine à 30 € qui est pile dans ta théma, qui est grandable, bah go, tu vois, c'est un petit accélérateur. Mais pour lancer un MS à l'heure qu'il est, t'as du budget, t'es intéressé pour faire un vrai truc. NDD expire à 30 balles, pour moi, c'est un peu light. Ça fera pas grand-chose. Ok, les noms de domaine expirés à 1000 €. Alors, je vais dire mieux que ça. Je vais pas dire nom de domaine expiré à 1000 €. Ça, c'est putain, je l'ai pas mis en strat 2024, ça. Mais la tendance que tout le monde fait, toutes les grosses boîtes d'affi, c'est le rachat de sites. De prendre des sites qui sont plus ou moins dans ta théma et qui sont mal monétisés et de les acheter et d'utiliser ta monétisation qui est très bien rodée pour aller l'enclencher et faire des dingueries dessus, quoi. Donc, NDD expiré à 1000 €, je vais dire mieux que ça. Je vais dire rachat de site à 10K et là, tu feras des merveilles. Après, ton audience, je sais que c'est pas des gens qui ont 10K à investir dans un site qui est mal monétisé, mais en gros, dans l'idée, tu prends des médias, des blogs qui sont mal monétisés, qui ont pas d'affi, tu sais les pages qu'il faut déployer dessus, tu sais les mots-clés à les taper, tu rachètes ça, t'envoies. C'est là où c'est les nouvelles boîtes, elles font ça en masse et l'étalent sur cette stratégie, quoi. C'est ultra puissant. NDD expiré à 1000 €, tu peux le faire dans la même dynamique, mais t'as pas le côté déjà le trafic existant et tout et tout. Va falloir refaire beaucoup de travail, ça va pas être aussi simple, mais ça peut être une bonne manière de faire. Donc je pense que NDD expiré à 1000 €, je prends, je fais pour lancer un money site ou un truc un peu brandé, un peu sympa où tu vas pouvoir aller taper quelques requêtes sympas. Voilà. Ok, WordPress. WordPress, bien sûr, tous les jours. Tous les plus gros sites du monde, ils run sur WordPress, laisse tomber. Essaie même pas de faire un autre CMS pour moi. Faire un autre CMS, c'est une perte de temps. WordPress tous les jours. T'auras un peu plus de problèmes d'indexation avec WordPress qu'avec les autres, mais fuck off, ça vaut le jeu, on veut la chandelle. Top. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'affiliation Amazon. L'affiliation Amazon, ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est en descente, quoi. Si t'as un truc à faire aujourd'hui, commence pas avec de l'affiliation Amazon. Si t'en as déjà qui tourne, pourquoi pas l'encaisser, mais c'est pas le bon endroit à regarder. GTmetrix en top optimisation, genre 100%. Euh... Tout est en vert, tu vois. Tout est en vert. Alors en gros,
pour moi, il y a une différence où tout est en vert et tout est à 100%, parce qu'en gros, le passage de 97 à 100, ça te coûte 2 fois plus que le passage de 0 à 97, tu sais. Donc, en gros, GTmetrix à 100%, il y a eu du zèle. GTmetrix à 95 partout, ouais, bah, sur un e-commerce, ça va augmenter ta conversion, sur n'importe quel site, ça va augmenter ta conversion, ça va augmenter ta rétention, meilleur métrique utilisateur, meilleur crawl Google. Globalement, on peut pas cracher sur du GTmetrix à 95%. Maintenant, sur 95% des sites, GTmetrix à 70-80, ça suffira, tu vois. Ton outil à 70-80, il suffira. T'as pas besoin d'aller chercher la lune, c'est ok, tu vois. Et c'est juste de pas avoir d'alerte Google dans ta Search Console et ça fera la fin. Ok, super. Achat de trafic. Si t'as pas de communauté, va bien falloir avoir ce fameux trafic de 2024 quelque part. Donc, achat de trafic, souvent une bonne méthode pour aller avoir du trafic et avoir ce petit côté backlink 2.0. Le mieux du mieux. Le AdWords, ça marche bien, par exemple. Du Facebook très généraliste avec des trucs un peu, des thumbnails un peu cliquables, apparemment, ça marche pas mal non plus. Globalement, ouais, je te dirais achat de trafic, ouais, je pense que c'est une bonne chose à faire en 2024. Ok, on en a parlé tout à l'heure, mais manipulation CTR. Manipulation de CTR, hein, écoute, alors qu'il y a pas grand monde qui le fait. Je sais parce que je connais pas de bons services de manipulation de CTR mis à part le mien et le peu de gens qui le font, ils gagnent des positions. Donc, c'est pas le but du SEO. Je pense que manipulation de CTR, c'est un bon truc pour 2024. Génial. Je vous remets le lien en Twitter de Léo. Si vous voulez lui. Tes DM, ils sont ouverts si on veut te Ouais, contacter. mes DM sont ouverts. J'ai ouvert mes DM. Vous pouvez bombarder en DM. C'est avec grand plaisir. Je réponds à tout le monde. Vas-y, parfait. La vente de liens. Même si, d'ailleurs, attends, j'en profite pour rebondir. Même si vous avez des trucs Ouais. en dehors du manipulation de CTR, en dehors de tout ça, en fait, j'aime bien parler de SEO avec peu importe qui vient me DM. Donc, il y a des fois où je suis plus ou moins dispo, mais même pour des questions débiles, je suis toujours content, quoi. Même si vous voulez que j'analyse un de vos contenus et que je vous donne des moyens de l'améliorer, je peux vous le faire avec plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir. Ah, si tu connais une bonne boîte de nuit à Chiang Mai, moi, ça m'intéresse. Je peux te faire un Si top t'es un 3 mec qui t'envoie ça. facile. Allez, Top 10 des meilleures boîtes de nuit à Chiang Mai. parfait. Non, blague à part, la vente de liens. Vente de liens, en vrai, c'est un business dans lequel j'ai jamais été. Donc, je peux même pas te dire est-ce que c'est un bon business ou pas, j'en sais rien. Après, le feeling que j'en ai, c'est quand même un bon business, quoi. Tu vois, la manière dont les gens en parlent. J'ai rencontré que des gros vendeurs de liens après où c'était genre à moitié automatisé, bien foutu et tout. Mais ça a l'air d'être un business facile sur lequel t'encaisses rapidement et tout. Honnêtement, ça a l'air d'être un business plutôt facile, en décroissance et qui sera en décroissance sur le long terme, je pense. Parce que les barrières à la rentrée ont sauté, parce que le lien est peut-être de moins en moins important. Mais bon business quand même. Ouais. Franchement, Du hyper peu bon de connaissances business. que Moi, j'ai encore une fois, ouais. Je te rejoins, moi j'ai mis du temps à capter ça, mais très bon business parce que ça coûte rien en vrai. Ton expiré, tu le rentabilises rapidement. Ton site que tu as depuis 1 an, 2 ans, tu peux le revendre. Donc au final, tu fais de la trésor à court terme, tu fais de la trésor à long terme et tu as un potentiel de revente des sites qui est énorme. Pour avoir revendu mes parts sur des centaines de sites, c'est très intéressant. Et ça, tu vois, je l'avais pas du tout pensé avant de vendre mes parts, tu vois. Non mais mec, Alors t'imagines que les gens ils vendent des sites avec une base de calcul CA générée sur de la vente de liens en le disant à voix haute, ça me paraît genre lunaire, tu vois. Et que c'est complètement absurde quoi. Mais vas-y, ça marche, c'est de l'argent magique, on va le prendre quoi. Bien sûr, ouais, non, c'est clair que bah, effectivement, ça met moins en confiance qu'un vrai business en affi et tout. Mais en vrai, le marché il tourne, l'offre elle est là, la demande elle est là. Et clairement, les sites de vente de liens, ça se revend très très bien aussi. Donc vrai business, peu de barrières à l'entrée. Franchement, c'est simple. Hein. La vente de liens, c'est pas du SEO. Et c'est ça qui est marrant quoi. Non, je suis d'accord. En fait, je pense que t'es bon commercial. Demain, t'as même pas besoin d'être bon SEO. Tu peux être bon commercial. Le SEO il te forme en 2 jours. Tu peux être vendeur de liens, mec, pour le reste de ta vie. Après, pour faire du bon lien en quantité sur des bons sites, et les finesses, etc. Bien sûr, t'auras besoin d'être SEO à un moment ou à un autre parce qu'il faut comprendre les besoins d'un SEO. Mais je pense que la vente de liens, il y a des fois, ça me paraît un peu ouf comme business. Genre, ça me paraît, je sais pas, c'est trop facile, trop absurde. Ouais. Et un truc dont on a parlé très rapidement, non, mais très rapidement plus tôt et qu'en fait, j'ai pas assez élaboré dessus. Mais le pricing d'un lien, c'est impossible. Personne ne sait pricer un lien. Alors, je te parle en connaissance de cause parce que j'ai acheté des dizaines et des centaines de milliers d'euros de liens. Il y a personne qui sait pricer un lien et c'est impossible de bien pricer un lien. Donc, parce qu'on sait pas le PR, tu vois, le page rank que ça amène, les coûts inhérents à un site web, etc. Il y a aucune manière de proprement, même d'un point de vue comptable et tout, tu vois, c'est impossible de proprement pricer un lien. Donc, en fait, à l'heure qu'il est, si tu es un acheteur et un vendeur d'un bien qui est très difficile à pricer, ça veut dire que tu peux pricer à la hausse et ça, c'est quand même cool. Le marché est en train d'essayer de forcer le pricing à la baisse, ce qui me fait plaisir en tant qu'acheteur, ce qui est chiant pour les vendeurs. Mais s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est normal que le jeu soit comme ça aussi, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment où pas de barrière à l'entrée. Voilà, quoi, les prix vont être vus à la baisse et ça me fait plaisir. Mais pour l'instant, ça me paraît des fois un peu genre étrange le marché de la vente de liens, tellement ça me paraît simple. Est-ce que pour toi, c'est justifié que certains vendeurs de liens font des prix spécialement pour le gambling ou le CBD, par exemple, ou le dating? Ouais. Ça, c'est abusé, mais faut en parler, frère. Faut en parler. Bah, en fait, comme je te disais tout à l'heure, le jour où tu vends un bien qui est très difficile à pricer, qui est pas, tu vois, qui est pas fongible, qui est pas, bah, en fait, le prix de vente est différent en fonction de ton client, quoi. En fait, il y a un côté où les gars, en fait, on se dit, ouais, et tout, les gars, ils font un prix différent pour le casino, ils font un prix différent pour le CBD, c'est abusé. Ouais, c'est vrai. Bon, on gagne 10 fois plus que les autres thématiques, donc c'est peut-être lié à ça aussi, premièrement. Mais un mec qui vend le même lien 3 fois plus cher
cher d'une plateforme à une autre parce que le système de pricing d'une plateforme à l'autre, elle est différente. C'est aussi abusé, tu vois, ça paraît tellement anormal. Enfin, genre, on l'a normalisé, mais c'est complètement ouf. Imagine qu'en fait, tu peux acheter des, je sais pas, des merguez à 1€ chez Lidl et à 10€ à côté, et c'est exactement les mêmes merguez, et il y en a juste un qui prend plus de marge que l'autre, et c'est genre normal, et on va jamais, enfin, je sais pas, tu vois, que le vendeur de merguez derrière il fasse des prix différents en fonction des clients, ça me choque pas tant que ça. En fait, c'est impossible de pricer. C'est un truc qui n'existe pas, le pricing du lien, c'est trop compliqué. Chaque plateforme a fait ça à sa sauce, chaque acheteur fait ça à sa sauce, chaque vendeur fait ça à sa sauce, tout le monde a des trucs différents, ça fait pas trop sens. Donc bon, écoute, marché un peu chaotique, mais marché marrant. Ok. Du coup, ça me choque, Et ça me gêne pas vraiment que les gens fassent des prix différents pour CBD, casino, etc. VS le reste. Primo parce que c'est pas la majorité. Ouais, c'est pas la majorité. Secondo non, parce que c'est pas pas la mon argent que majorité, je je pense. dépense pour acheter des liens. Donc comme c'est pas mon argent que je dépense, ça me gêne pas trop de l'avoir des liens qui sont à différents prix. Je suis là en mode, c'est moi à la fin, je suis qu'un employé. C'est ça, je voulais te demander, on en parlait en début de vidéo. Comment tu qualifies, si t'as 3 critères pour qualifier un bon lien? Tu sais quoi? Son prix et son prix. Oui, c'est Non, vrai que en après, vrai, c'est vrai que non, non, bien sûr, ouais. après, quand on parle de gros budget, d'ultra concurrentiel, en plus, j'imagine que tu dois avoir des quantités plus ou moins de liens à respecter ou au moins à atteindre, tu vois, mensuellement. Enfin, en gardant une certaine qualité, j'imagine. Donc toi, c'est vrai que tu peux pas trop te permettre d'être trop exigeant dans le choix. Certaines fois, c'est plus, voilà, c'est quoi vos sites? Est-ce qu'on peut faire des lots, des trucs comme ça, j'imagine? Ouais, ouais, il y a de Mais ça. ouais, si Alors en tu fait, avais en des gros, critères. ouais, la manière dont moi je choisis un lien, assez simplement. Je vais regarder plusieurs choses. Je vais regarder la patate du lien. Donc la patate, ça va être, tu vois, CF, RD, DR, DA, toutes les métriques classiques qui sont la plus ressemblantes possible au PageRank. TrustFlow peut en faire partie, vas-y, on va la mettre dedans. TrustFlow, Citation Flow, DR, DA, nombre de RD. C'est un peu tout ça, c'est un peu la patate du lien pur et dur. Ça pour moi, c'est la chose la plus importante. Plus ton lien est de patate, mieux c'est. Si tu peux regarder ça à l'échelle de la page, c'est parfait. Sinon, on fera ça à l'échelle du domaine parce que bon, tu sais pas encore la page. Si tu peux insérer un lien sur une page qui a du trafic et qui rank déjà, ça c'est vraiment le golden, quoi, tu vois. Un gars, je me souviens avoir acheté des liens dans les thématiques jeux, les sites c'était un peu des sites poubelles, etc. Et il y avait un site, je me souviens, il a 10 fois moins de patates que les autres, mais c'était un site qui voulait ranker sur des trucs genre jeux pas chers, tu vois. Et il rankait, sa page elle rankait sur des trucs genre PlayStation pas cher. Genre le gars il rankait sur ce truc là, alors que putain c'est une requête à Amazon et c'est discount ça normalement, tu vois. Et le gars qui rank ça avec sa petite page, bah tu sais quoi, je paierais son lien 500€ par an en location sur la page si nécessaire, alors que son truc c'est pété, tu vois, c'est sans referring domain, un EMD et genre du bon contenu. Mais en fait, le gars il s'est donné, il rank bien, c'est un beau lien sur une page qui rank dans la thématique, etc. Ça, je peux le payer plus cher, quoi. Ça, c'est la première chose. Et sinon, ce que je ferai en général, c'est patate du lien et prix, quoi, en fait. Enfin, tu vois, on est là, ouais, plutôt lien 10€, lien 20€, lien 50€. Moi, je vais quasiment toujours prendre les liens à 10 parce qu'en fait, c'est trop difficile de savoir d'une métrique à l'autre, est-ce que c'est la même chose, etc. Bah, celui-là du TF, celui-là du CF, celui-là du DR, celui-là du. Bah, tu sais quoi, compare pas, prends tous les liens les moins chers et puis en fait, ils ont tous un peu de tout et ça finit par s'équilibrer. En général, c'est la technique que je vais utiliser. Et sinon, pour moi, les pépites, c'est les sites qui ont des métriques de ouf. Donc, en gros, bon DR, des bonnes métriques, de la bonne patate. La petite différence qu'ils vont avoir avec les autres, c'est que ils ont été. Donc, tu vérifies que c'est des vraies bonnes métriques, tu vois. C'est pas de la métrique manipulée, tout, c'est des vraies bonnes métriques. Et quand tu vois que c'est des vraies bonnes métriques, le site il a pas de trafic parce qu'il a été remonté comme une quiche. Mais alors là, c'est genre golden parce que ça va pas te coûter cher et c'est full patate. Et genre, vas-y, il a pas de trafic parce qu'il a été remonté avec 4 vieux articles publiés il y a 5 ans sur du contenu dupliqué. Mais toi, quand tu as publié un article, tu vas prendre quand même du jus en fait. Enfin, tu vois, le jus, tant que l'article il s'indexe et que ça roule bien et que l'article il y a de la patate, il reçoit du lien interne. Pour moi, l'article est full patate. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc que je recommande parce que souvent c'est là que sont cachés les trucs pas chers et puissants. Hyper intéressant, ouais. Sur la partie pépite, ouais, c'est pas mal, ouais. Ça va être des sites gros potentiel, mal remontés. Demain, c'est un mec qui vend pas beaucoup. Tu vas faire un article, tu vas rester 10 mois en homepage. Ouais. Ou je ne sais. T'as capté. Ouais. Le choix de la catégorie. Un petit capté, truc pour se cacher du lien. Le choix de la catégorie. Prends la catégorie où il y a le moins d'articles qui sont push. En fait, tu vas rester là trop longtemps en homepage, trop longtemps en top de catég et tout. Tu vas gagner du page rank long terme parce qu'en fait, tu vas beaucoup moins glisser dans le site, quoi. Ça, c'est facile. Tu nous régales aujourd'hui, frérot. Franchement, tu fais plaisir. Avec plaisir. Ensuite, Google Suggest. Google Suggest, c'est marrant parce que c'est toi à la base avec qui on avait travaillé. Voilà, j'avais pété des belles Google Suggest sur des beaux mots-clés bien concus grâce à toi. Grand merci. J'avais une technique il y a très longtemps qui a marché un peu. Mise à jour Google. Je me suis fait éclater. Tu m'as fait revenir un peu. Remise à jour Google, on s'est refait éclater. Depuis, on sort plus trop. Et j'ai pas de technique viable pour manipuler du Suggest. Est-ce que c'est rentable? Pas vous mentir, je pense pas. Et je pense que c'est pas impactant. Mais encore une fois, comme je disais au début, il y a un moment quand tu fais du concurrentiel, faut être créatif. Et être créatif, ça peut passer par ça. En fait, tu dois tout essayer. Donc, si tu te dis, vas-y, je peux manipuler Suggest, bah essaye. Ça se trouve, c'est là que tu vas faire x10. Ça se trouve, tu vas rien faire, mais tu peux pas le savoir, ça. Ouais, c'est vrai qu'on a testé et c'était bien remonté, mais après, en fait, l'effet waouh, il est incroyable. Tu vois, c'est comme dans les vidéos. Ouais. Des fois, t'as des chips, c'est incroyable. Mais gros, impossible à mettre en application, trop pourri, tu vois, en vrai. Alors, en fait, c'est problème excitant pour les SEO, mec. Moi, ce que j'ai fait, j'ai Ouais, fait ça pour ça. pour envoyer ça à mes concurrents et lui dire, mec, regarde, je te mets la nique avant même que le gars il ait rentré son mot-clé, tu vois. Ouais. Mais c'est tout ce que ça a fait. Ça m'a pas rapporté d'argent au final, tu vois. Mais c'était Ouais. marrant Effet waouh. d'envoyer ça à Ouais, son c'est pote marrant. et de se dire, regarde, gros, tu vois. Et tout le monde me l'envoie et tout le monde est excité. Tu regardes les volumes Href, on a fait n'importe quoi, on a saccagé Href. Et le pire, c'est que je me souviens, bah, quand on avait parlé à ce moment-là, je l'avais fait
rencontré, j'étais dans une villa à Bali avec Edwin, notre confrère que tu connais aussi, et on a échangé. J'ai dit, ouais, moi je te lance un petit test, y a pas de souci. Bon, du coup, ça avait marché un petit peu sur deux, trois mots-clés que toi aussi tu connaissais, bah, de ton business. Tu m'avais dit, bon, bah, tu peux tester sur ça. Et Edwin, je crois que 6 mois après, il me dit, putain, regarde Léo, il a fait la suggest, etc. Je dis, mais gros, t'es conscient qu'il y a 6 mois, j'étais à 10 mètres de toi. Et en fait, il avait pas compris, tu vois. Après, il m'a dit, T'as une bon. latence qui est Et énorme sur le suggest. Tu manipules et en fait, il te faut genre 2 mois, 3 mois avant que ça ressorte si t'as la bonne technique. ouais. Et moi, alors qu'il est, j'ai plus la bonne technique. Donc c'est dire, tu vois, il y a une latence qui est énorme. Non, en vrai, ça se fait, mais tu vois, moi, j'ai même plus poursuivi. Je crois que ma technique, elle marche toujours. Mais comme tu dis, en termes de ROI, t'as l'effet waouh, mais c'est pas Ouais, hyper rentable. Si t'as un client qui est prêt à payer cher, pourquoi pas, tu vois. Mais comme ouais, j'ai dit, moi, je préfère ne pas la vendre que la vendre à 1000 ou 2000 par mois, quoi. Ça m'intéresse pas. Je ouais. préfère garder le chips. Non, ça Mais se tient. Toi, pour t'as la la bonne. Toi, t'as trop de tips, mec. T'as trop de petites connaissances des petits coffres là. C'est. Ouais, bah après, c'était comme toi, tu vois. Je fais pas mal de tests. Et pour l'anecdote, au Ah final, je ouais. l'ai filé qu'à Edwin. Et je lui ai Hmm. dit, bon, bah, tu payes 2 bouteilles de vodka. On allait en soirée, il a payé les 2 bouteilles. Et je te jure, il a payé 2 bouteilles. Il était avec C'est son vrai, je me souviens, associé. vous en parlez régulièrement quand vous êtes ensemble. Ça me fait mourir de rire, mec. Je lui ai filé la technique. J'ai dit, gros, je la vends pas, mais si tu me payes 1 ou 2 bouteilles ce soir en boîte, bah, je suis chaud, tu vois. Mec, dans la meilleure bouteille, dans la meilleure boîte de Chiang Mai, il y aura 2 bouteilles de vodka qui t'attendent H24. Allez. Hein, elles sont en nom de Robin Non, Perrault, celle-là, les gars. non, en vrai, t'as bien résumé Google Suggest. Donc, effet waouh, excitant, mais pas gros ROI. Et c'est intéressant parce que toi, tu l'as vu directement Ouais. sur les chiffres, quoi. En fait, je sais pas s'il y a eu un ROI ou pas, mais je crois vraiment pas qu'il y a eu de ROI. C'est Je pense vraiment pas pas. un truc. Je pense pas, honnêtement. Je pense pour Mais le c'est CTR. excitant. Puis ça te fait du clic, ça te fait du CTR, Je, peut-être, et encore. je pense que l'impact CTR, il est ultra light, mec. Ok, ouais, Genre, pas j'ai pas incroyable, quoi. mesuré, mais je pense qu'on parle pas de 5% ou tu vois de CTR, on parle de peut-être 1% ou 2% max, mais je Ok, pense pas qu'on parle de plus. J'ai pas mesuré d'accord. après. Je vais pas mentir, j'ai pas mesuré. Ouais. Bah, ok, hyper intéressant en tout cas ton retour, surtout en partie pour le ROI. Maillage interne. Maillage interne, pour moi, c'est un truc qui est sous-évalué à mort. Les gens, ils pensent à faire du lien externe et ils pensent à faire du contenu, mais le contenu, ça passe aussi par du maillage interne, dans le sens où quand t'as répondu à une question, le gars, potentiellement, ça lui amène d'autres questions. Si t'amènes ces autres questions sur les bonnes pages, etc., il reste sur le site. Comportement utilisateur, on a l'habitude, on connaît. Mais aussi crawl Google et pertinence du crawl Google avec les liens à l'intérieur des trucs. Je pense que c'est un truc qui est sous-exploité, les gens font pas assez de liens. Site qui a le plus de trafic du monde, j'abuse quand je dis ça, hein, mais Wikipédia, tu vois, sky is the limit pour Wikipédia. Le nombre de liens qu'ils ont, c'est indécent parce qu'en fait, t'es là, tu lis, et quand t'as un truc où tu dis, ah tiens, ça pourrait être intéressant, boum, tu passes dessus, tu restes longtemps. Pour moi, c'est un des trucs qui est sous-exploité. Les gens, ils sont en mode, ouais, pas plus d'un lien par paragraphe. Moi, je te jure que si je m'arrêtais à mes limites, je pourrais mettre 2 liens par phrase, ça me choquerait pas. Je pense que le lien interne, ça devrait être plus endurci. Est-ce que pour toi, c'est quoi un bon lien? C'est un lien cliqué, un lien avec une bonne encre, un lien bon contextualisé? En termes de priorité, si tu devais un Mhm. petit peu répartir, comment tu Euh, qualifierais je- un bon lien interne de Ouais. fou? Un truc que j'aime pas trop, c'est le lien sur l'encre, tu vois, genre en mode le lien sans. Bah, typiquement le lien Wikipédia. Le lien Wikipédia, je l'aime pas trop parce qu'en fait, il est un peu. Genre, il est drop ici sans être introduit ni rien, tu vois. Le gars, il est là, bah, il sait sur quoi il va atterrir parce que c'est le mot-clé sur lequel tu l'as posé, mais c'est à peu près tout. Mais le lien que j'aime bien, c'est le lien où en fait, t'es en train de te dire ça, tu vois, je sais pas, tu lis un truc sur les meilleures agences SEO, et là, tu te dis, ah, quoi, vous voulez aussi savoir c'est quoi les meilleures agences SEA? Et là, tu te dis, ah, ça pourrait être intéressant, ou alors les meilleures agences 360, tu vois. T'es un peu en mode, t'amènes le lien de manière logique et de manière souple, et je pense que les bonnes guidelines pour du bon lien interne, c'est les mêmes que pour du bon lien externe. Et qu'en fait, lien interne, lien externe, nous, on fait une différence. Google, il en fait très peu. Et au final, c'est juste un global. Et voilà quoi. Il y a un petit truc en plus sur le lien externe où il dit, ah bah tiens, c'est un autre site, donc ça a une petite value, boom, tu vois. Mais je pense que tu peux presque refaire la même chose qu'on fait avec du lien externe, en mode bourré du lien externe, avec des trucs comme ça, avec de l'interne, si tu crées pas de cannibalisation, ce qui est très difficile. Mais genre, tu pourrais te faire 500 pages, tu vois, des cocons gigantesques qui traitent un même sujet et qui le dérivent à mort, et d'huile du lien interne comme ça, de refaire un web sur ton propre site qui gère toute ta thématique. Et je pense que ça pourrait avoir presque autant de puissance que du lien externe. Ok. T'as un vrai avis sur le sujet en tout cas. Au tout début de ma carrière de SEO, j'ai fait 1 an chez Cdiscount. Chez Ouais. Cdiscount, le maillage interne, c'était la métrique numéro 1. Ok. Le truc qui est le plus exploité chez Cdiscount, c'est le maillage interne. Et je peux te dire, le maillage interne chez Cdiscount, c'est d'une. Chaque lien ajouté, chaque réflexion, chaque automatisation que tu peux faire, elle est gigantesque parce que tu l'as fait sur 50 millions de pages d'un coup, sur un site qui a du DR 80-90, qui a genre 20 000 ou 30 000 ou 40 000 RD. C'est genre, le site, il est gigantesque, il est énorme, il est surpuissant. Si tu ajoutes un lien sur toutes les pages, mec, ta page, elle va être explorée genre toutes les 5 secondes du jour, tu vois, donc elle va être surpuissante. Et en fait, sur des gros sites, lien interne, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu penses que le lien interne sur des petits sites, genre 20-30 pages, c'est surcoté ou pas? Ou le maillage uniquement structurel peut suffire? Je parle pas du Ça peut maillage. suffire. Ok. Le maillage, il peut suffire. 30 pages, ça commence à être un peu light en fait pour du maillage. Je pense que tu dois le faire dès 30 pages parce que comme ça, tu as les bons réflexes et tu continues de développer. Maintenant, c'est pas là où ça sera le plus impactant. Plus t'as de pages, plus t'as d'autorité, plus tu fais circuler le jus dans le site, plus c'est impactant, plus tu le fais dans le contenu, tu vois, proprement en mode. Bref, surfeur raisonné, c'est quoi? Surfeur aléatoire, surfeur raisonné dans ton site, etc. Les liens cliqués, enfin, tu vois, la logique perronné, tout le bordel et tout. Je vous renvoie vers la formation des perronnés pour ça, mais ça, même sur des sites à 30 pages, c'est intéressant. Et enfin, un site à
t'as 30 pages qui est ultra thématisé, ultra niché, je pense que du bon linking là-dessus, c'est assez létal, ouais, c'est assez efficace. Je me rappelle, c'était Walid, Light on SEO. Je crois qu'il avait Ouais. pris pendant quelques mois, il avait pris une top position, mais je te dis ça, c'était il y a 7-8 ans. Ouais. Il avait fait le site Putsch SEO. Il avait fait 3-4 pages, full content, full contexte, full contextualisé, full sémantique. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils, il n'y avait pas tous les trucs. Il avait surblindé en netlinking. Ouais, il avait pris des positions, mec, très peu de sites. Enfin, tous les sites, il y avait 100, 200, 300, 500 pages. Lui, il est arrivé avec 3 pages, mec. Il avait pris la requête consultant SEO, tu vois. Je dis, Bah, ouais, le mec, ça, le mec, mec, c'est il est qualité de fort, quoi. contenu, tu vois. En fait, ça, à Ouais, le l'époque, contenu, il était on n'arrivait incroyable. pas. Je pense qu'on n'arrivait pas à l'analyser, tu vois. Mais en fait, la qualité de son contenu, elle était un truc de ouf. Et potentiellement, en fait, des signaux utilisateurs qu'on sous-estimait aussi à l'époque. Mais il suffit qu'il l'ait envoyé à 2-3 gars et qu'on ait commencé à dire sur Twitter ou sur un forum, putain, les gars, c'est quoi ce site 3 pages qui arrivent dessus? Faut le décortiquer. Bah là, en fait, d'un coup, tu te retrouves avec 50 gars qui arrivent, ils passent leur vie sur le site pour essayer de décortiquer le truc. Bah ouais, en fait, là, les signaux que t'envoies, c'est un truc de ouf. T'es en train d'essayer de décortiquer ton compétiteur et tu lui donnes toutes les astuces du monde, en fait, tu vois. Tu m'étonnes. Petit big up à Walid d'ailleurs, hein. On est reconnaissant envers les mentors, envers les vrais mecs qui ont beaucoup apporté à la commu. SEO Hero d'ailleurs. SEO Monde, pardon. SEO Monde. Allez, j'enchaîne. EAT. Le AT, c'est un sujet sur lequel les gens je vais te le dire, particulièrement les grosses boîtes et les boîtes d'aff, ils se touchent un peu. Genre, c'est un peu un sujet touchy où genre les gens savent pas trop, faut y aller ou pas. On en discute beaucoup sans trop comprendre ce que c'est. Je vais couper assez court. Allez regarder, il y a Authority Hacker qui ont fait une vidéo dessus qui est monstrueuse. Si vous devez avoir qu'une source d'information en SEO, je vous conseille Authority Hacker. En termes de formation, je trouve que c'est des monstres. Je suis désolé Romain de te couper l'arbre sous le pied, toi qui vends de la formation. Mais je pense que sur leur... Je vais couper c'est la vidéo. l'anglophone. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, Sur je rigole, l'anglophone, t'inquiète. c'est des monstres. C'est que le contenu Après- en anglais. après, Donc, par c'est- contre, voilà. Toi, pour tu fais me- du français ou de l'anglais, c'est pas le marché. Ouais, non, en plus, c'est white. C'est d'autorité, quoi. Moi, je Ouais, peux pas attendre ouais, 6 mois, non, tu vois, pour ouais. le build d'un truc, quoi. Non, ouais. Eux, c'est full site d'autorité, etc. Mais pour le contenu, pour la partie EAT, ils ont fait une vidéo qui est monstrueuse. Ils ont une partie de formation Ok. qui est monstrueuse. Et je pense qu'ils sont très, très forts. Et c'est intéressant. Et en fait, quand je parlais de faut connaître sa machine à café par cœur pour la vendre parfaitement, je pense que le EAT, c'est ça avant tout, en fait. C'est d'apprendre à connaître sa machine à café par cœur pour la vendre parfaitement. Et c'est pas genre avoir le petit auteur avec This person does not exist et un petit texte, voilà, je suis Julie, j'ai 28 ans et je suis fan de machine à café. Genre, ça, c'est pas suffisant pour faire de l'EAT en 2024. Juste pour avoir la bonne, tu vois, la bonne sémantique et parler proprement de sa machine à café, top. Et potentiellement, si t'es, tu vois, le gérant de Maxi Coffee, bah ouais, en fait, t'as un petit peu plus d'autorité que les autres, là, c'est sûr. Je vous mettrai le lien en description Authority Hacker. C'est dans la formation payante ou c'est une vidéo YouTube? Ils ont une vidéo YouTube qui introduit, qui est pour une introduction de la formation payante, mais je te jure que la vidéo YouTube, elle se suffit à elle-même. Elle est, Allez. en fait, ils te donnent tout le contenu dans la vidéo YouTube. Ils te disent tout qu'est-ce qu'il faut faire précisément. Ensuite, ils te donnent les raccourcis dans la formation. Genre, ils te filent les templates, ils te filent les shortcuts et ils te détaillent un peu plus. Mais tu regardes la vidéo, c'est suffisant. Ok, je mettrai la ressource en description. Merci pour la ref. Top. Merci à eux. Avant-dernier terme, on va parler de YouTube. On en a déjà pas mal parlé. Ouais, mec, stop. Hop. Ça sert à rien de parler de YouTube. On en a Non, déjà YouTube. tellement parlé. On y Ouais. croit tellement dans YouTube. Pour moi, c'est le futur. On l'a survendu, mais en fait, peut-être qu'on veut que vous allez tous sur YouTube pour nous laisser de la place en SEO. Non, mais en réalité, ouais, YouTube banger. Moi, j'y suis depuis 3 ans, je vois des trucs de fou. Le business que ça apporte, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de vues pour faire des grandes choses. Contrairement à un article de blog qui va être vu 10 000 fois. Ah, voilà, c'est rédigé, il n'y a rien, le personne, elle vient, elle repart. Que là, nous, on propose du temps d'attention, on propose de la valeur. Quelqu'un qui va regarder cette vidéo intégralement, il va s'en souvenir pendant des semaines, voire des mois, tu vois. Et il va la recommander, Des etc. Donc, années, Romain. voire des années. Donc clairement l'impact est différent. Il faut pas chercher vraiment la volumétrie, en tout cas moi de mon point de vue. Même sur l'affiliation, etc. Une bonne vidéo avec peu de vues peut très bien convertir par rapport à un article de blog tout pourri quoi. Bon bref, on en a déjà bien parlé de YouTube. Et pour terminer, branding. Branding entre branding de site, personal branding, Pour moi- voilà, il y a plein de types. Mais Ouais, je il y a te pas laisse mal commencer sur de sujets qui sont intéressants sur le branding. La première, branding autour des sites, on va parler de ça pour commencer, je pense. Branding sur un site, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit capital en fait. Souvent, les gens ils sont là en mode en 2024, faut lancer des sites brandés, faut lancer des vrais médias, faut lancer des vrais trucs. Je pense pas que ça soit le cas, mais je pense que le trafic 360 c'est un truc qui est important, que les signes utilisateurs c'est un truc qui est important. Et la meilleure manière de les avoir sans tricher, c'est de faire du branding. Et en fait, de faire, tu vois, mais t'es un média foot, bah en fait, fais du YouTube foot, fais du Facebook foot, fais du Twitter foot, parle de tout ça, tu vois, va chercher là où tes gens sont. Je crois que c'est sur Twitter le foot, donc en fait, va sur Twitter, parle sur Twitter et crée-toi une communauté. Et en fait, c'est là-bas où tu vas te faire un nom et du branding. Et même si c'est pas le même nom que t'affiches sur Twitter et sur ton site, si t'envoies tout le temps les gens de Twitter vers ton site, t'as les effets branding, tu vois, où en fait t'envoies le bon trafic et qualifié vers le bon endroit. Donc je pense que le branding, c'est un peu, les gens sont un peu en mode à trop se compliquer la vie dessus. Moi, je vous dis juste, trouver un moyen d'acquérir du trafic en 360, c'est d'avoir des gens qui restent sur votre site parce qu'ils kiffent votre marque et parce qu'ils kiffent votre produit. C'est déjà excellent. Et ensuite, pour la partie personal branding, bah, tu vois, c'est plus nouveau, je crois que. Alors qu'il est. Putain, non, si j'ai entendu un truc, mec, ça c'est trop intéressant. Ça, c'est pour une fois qu'on a une stat qui a l'air intéressante. Pas une stat, une story un peu sympa, tu vois, à vendre. J'ai un pote avec qui je discutais aujourd'hui, avec qui je travaille, très bon entrepreneur web d'ailleurs, Théo de Le Calibre, voilà, pour le mentionner, parce qu'il y a un moment on peut mentionner les gens,
je pense, quand il commence à être clean sur YouTube, justement, qui me disait Alex Hormozy, donc qui est quand même une grosse star du YouTube et de l'influence, Ouais. tu vois, US, il voulait pas montrer sa gueule au début. T'avais une vidéo où il disait ouais, non, je veux pas montrer ma gueule, etc. C'est pas possible. Et en fait, il y a un jour, il réalise, quand il voit la capitalisation boursière du chocolat que fabrique MrBeast, il Ah se dit oui. non, mais mec, ce gars qui fait des vidéos YouTube, il a une marque de chocolat qui est valorisée à des millions juste parce que c'est à son nom et parce que les gens ils kiffent son nom et ils kiffent sa gueule. Et ben ça veut dire que le bis de demain, c'est juste montrer sa gueule et vendre son nom et mettre son nom sur des produits. La marque de whisky de McGregor, c'est parce que les gens ils kiffent McGregor et que voilà, tu vois. Et donc en fait, tu mets ton nom sur des produits et tu vends les produits. Et ça, c'est vraiment une bonne manière, je pense, en 2024 de faire de l'argent, de créer de la communauté, de créer de l'engagement, de donner de la valeur, d'avoir un nom qui est réputé, de le mettre sur des produits, si possible, qui sont des produits de qualité et de vendre des produits. Je te rejoins avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui souhaitaient montrer leur tête, tu vois, il y avait toujours cette barrière à l'entrée. Et maintenant, plus de gens le font, plus en fait c'est facile. En plus, maintenant, on a tous les TikTok, les réseaux, etc. Donc les gamins, ils sont habitués dès la jeunesse à faire des shorts, à se montrer. Avant, c'était ouf, tu vois, tu voyais quelqu'un du collège, du lycée qui faisait une vidéo de rap ou qui montrait sa tête, tout le monde la regardait, tu vois. Personne allait s'afficher. Maintenant, si tu le fais pas, t'es ridicule. Donc non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée pour montrer sa tête, donc faire du personal branding, donc se vendre, donc vendre donner de la valeur, donner du temps d'attention. Bah, c'est vrai que c'est le turfu, hein. Je compare souvent le personal branding à vraiment une assurance vie. Ça peut être mal vu, mais ce que je veux dire, c'est que quand on te connaît, tu vois les acteurs, genre les Palmades ou autres, ça m'étonnerait même pas que ce mec-là, les dingueries qu'il a fait, tout ce qu'il a consommé ou autre, mais ça m'étonnerait même pas que dans 5-10 ans, tu vois, il remonte sur scène, il refasse des shows, il refasse des trucs, alors que le mec, il est full blacklist. Mais tu sais pas, tu vois, il est peut-être un peu... Bon, Palmade, c'est chaud, mais t'as des gens, ils Ah, sont il y a dans des des. sales soirs, mais voilà, ils arrivent toujours à rebondir sur leurs pattes parce qu'ils ont du réseau Ouais. et pas sont connus. Ça joue, tu Après, quand tu te crames parce que t'as vraiment fait des dingueries, c'est chaud des fois, tu vois, quand même. Mais vois. Ouais, t'as quand même un côté où tu peux toujours un peu revenir, t'as toujours cette petite réputation latente, et en fait, tu peux l'actionner à un moment venu, quoi, et c'est cool. Mais je pense que ça ouvre des ah, portes, c'est cool. En fait, donner de la valeur aux gens, c'est cool. Plus tu le fais, ouais. plus les gens vont être reconnaissants. Et c'est comme ça que tu construis des communautés, je suppose, quoi, tu vois. Mm, mm. Et en fait, Ah non, faut juste être généreux. Tu donnes et ouais. même si tu reçois un dixième, tu recevras énormément, tu vois. Faut juste pas compter, Et faut juste donner. faut pas, moi, il y a un truc aussi où faut pas se forcer à le faire, je pense. En fait, j'ai vu pas mal de gens qui étaient en mode ouais, non, si, vas-y, je vais utiliser Twitter parce que c'est important, parce que ça apporte des choses et tout. Et en fait, les gens avaient vu pas mal que c'était important. Et c'est vrai, enfin, moi, je trouve ça important, mais en fait, si tu kiffes pas le faire, ça va pas marcher sur le long terme, je pense, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et donc, moi, j'ai kiffé le faire. Et en fait, c'était un peu bizarre parce que tu sais, j'avais ce côté où j'utilisais Twitter à mort, mais j'avais aucun moyen de le monétiser derrière. Et les gens étaient souvent en mode faut le monétiser, etc. Et j'étais un peu en mode putain, mais pourquoi je fais ça, tu vois. Et là, typiquement, le YouTube CBD, il y a pas mal de fois où j'ai voulu en parler. Et je m'étais dit, en fait, mais je veux juste me créer de la concurrence, tu vois, c'est un peu con. Et là, j'en parle aujourd'hui parce que je te kiffe et parce que je kiffe YouTube et il y a un moment, faut en parler. Mais tu vois, je vais pas aller le vendre sur Twitter massivement parce qu'en Bien fait, je sûr. sais que je vais me créer plus de concurrence et que je rapporterai pas d'argent avec ça à court terme. Ouais. Mais typiquement, le SEO, c'est cool, j'ai pu en parler. En fait, maintenant que j'ai ça, et là, je lance le CTR et tu vois, c'est cool et je me dis, putain, je peux activer ça, c'est pratique en fait, c'est le bon moment. Ah, ça sert toujours, hein. Le réseau et même personal branding, c'est plus que le Je réseau, mais ça pense. sert toujours. Recruter, toi, tu as déjà recruté sur Twitter. Là, tu vas lancer un À mort. produit. Demain, tu veux vendre un site, tu vas le vendre en quelques jours, en quelques semaines, au lieu de passer par un Ouais. courtier, par un truc, te faire chier. Ouais. Et clairement, juste avoir de l'impact, juste avoir de la visibilité, tu peux tout faire. Tu Ouais. peux tout faire. Ah, Après, il tu faut sais, il être y a un peu un créatif. truc, ça c'est le scam de l'élite, tu vois. Mais il y a un peu ce côté où quand t'es, putain, c'est horrible de dire ça, quoi. Quand t'as les bonnes relations avec tout le monde, quand c'est comme ce qu'on commence à avoir cette situation en fait un peu tous les deux, tu vois, on discute pas mal avec des gens qui sont cool et tout. En fait, t'as un coupon moins 50% partout, tu vois. Les gens ils sont prêts à te faire essayer leur outil gratos, ils sont prêts à, tu vois, te faire des réducs un peu partout pour tester leur truc. Potentiellement que t'en parles, potentiellement pas. En fait, tu juste attires un peu plus la sympathie quand les Bien gens ils sûr. t'aiment bien, quoi. Donc en fait, partage, t'attires la sympathie, c'est positif pour toi, c'est positif pour les autres, et à long terme, c'est positif pour tout le monde. Après, je te rejoins sur le truc quand t'as dit ne pas se cramer. C'est vrai que plus t'es connu, plus si tu fais une faute, plus elle va te nuire. Donc effectivement, ça a double tranchant. Je suis d'accord que c'est à double tranchant et que plus t'es regardé et plus t'as de chance de te cramer, mais je pense que les gens ils ont souvent trop peur de ça. Et avant que tu te crames assez pour que ça soit négatif, il y a de la marge, tu vois. Faut quand même y aller fort et Ouais, faire des bien sûr. vraies dingueries. Genre, c'est pas parce que tu fais un mauvais tweet à un moment ou un autre que tu vas te cramer, tu vois. Faut vraiment une série de choses que tu dis sur des dingueries, une série d'erreurs dramatiques que tu fasses. Si tu fais une petite erreur, mec, c'est pas, les gens ils vont pas t'en tenir rigueur, hein, en fait. Comme Bien sûr. ça prend du temps de build un truc, ça prend aussi un peu de temps de détruire, mine de rien, tu vois. Souvent on se dit ouais, on construit vraiment en 10 ans et on le détruit en un jour. C'est pas le cas, hein. En fait, demain Paul Sanchez il fait une erreur de merde en ayant un title de merde sur une de ses pages qui monte sur Twitter, les gens ils vont pas le descendre, tu vois. Il a construit un truc qui était énorme, il y a plus que ça, c'est plus que genre une histoire de title, quoi. C'est fort l'admiration que les gens ont pour Paul, je pense. Et donc je pense que les gens ont souvent peur de détruire une réputation. Je pense que tu détruis pas une réputation aussi facilement, sauf si tu fais des vraies dingueries. Et dans ce cas-là, ouais, bah tu l'as cherché, quoi, tu vois. Ouais, des vraies dingueries comme Norman, les youtubeurs comme on a pu Ouais, voir ouais. avec les Bah c'est ça, des quoi. trucs Tu comme vois, ça, quoi. mec, Ouais. les trucs dramatiques, quoi, tu vois, où c'est pas excusable. Non, il y a pas d'excuse pour ça, c'est clair. C'est ça. Bah écoute, ce concept de mots-clés
bouclé avec toutes tes réponses aussi riches les unes que les autres et terminé. Franchement, c'était top. Je pense qu'il y a eu énormément de valeur. Les amis, pensez à regarder en replay cette vidéo, pensez à commenter, à partager. Voilà, c'est une des premières vidéos de la chaîne Learning Club. Donc abonnez-vous, partagez-la sur les réseaux. Allez follow Léo si vous voulez suivre tous ces cas d'études, tout ce qu'il partage sur Twitter. Léo, est-ce que tu as un truc à dire pour la fin avant de terminer? En tout cas, je te remercie. Franchement, c'était top. Ça fait 2 heures, presque 2 heures qu'on est en live. Donc je te remercie pour tout, mec, et je te laisse le mot de la fin. En tout cas, c'était un réel plaisir. Je pense que ça s'est ressenti. On s'est bien marré, on a bien échangé, j'ai appris des trucs. Donc c'est trop bien. Écoute, moi, c'était un vrai plaisir de passer aussi en interview pour toi. C'est toujours un plaisir de partager de la valeur et d'essayer de donner des infos SEO pour que tout le monde progresse. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter, à me suivre, à me poser des questions, qu'on discute, ça serait top. Et puis, continuons comme ça et continuons de ranker. Hein. Yes. Sur YouTube ou sur Google? Ta meilleure confiance. Franchement, comme tu préfères, je te souhaite les deux, mec. Bon, bah, je vais sur Bing alors. Il y a personne. Il y a que des EMD, c'est bon. C'est sous-évalué, hein. Bing c'est un peu sous-évalué. Mais Ouais. en fait, tu peux pas ranker sur Bing sans ranker sur Google. Tu vois, on sait pas faire du SEO que sur Bing. Genre, Cladix, il avait des théories dessus qui sont intéressantes et j'aimerais bien les essayer un jour, mais j'ai pas non plus son temps. Il est trop fort, il fait trop de R&D. Mais j'ai eu des sites qui rankaient que sur Bing, ça peut être du bon travail. Ouais. Ah, marché français, c'est délicat, mais dès que je pense, anglophone ou des marchés où Bing a plus de parts de marché, là, c'est lourd, quoi, c'est clair. Ouais, je sais pas ce qu'il y a comme top marché Bing, mais par exemple, tu sais que t'as Yahoo qui est très fort au Japon. T'as des trucs comme ça des fois qui sont un peu des anomalies. Ok, ouais. Intéressant. Les amis, bonne année 2024, prenez soin de vous. À plus Léo. À plus Romain, salut. Ciao, ciao, prends soin de toi.